Bon, en tout cas, l'émission est lancée. On est avec Jean-Marie Corda pour le deuxième épisode. Donc, c'était il y a 2 ans que tu étais venu sur le podcast Biomécanique. Je crois, il y a 2 ans. J'ai toujours du mal avec la temporalité. Et alors, je te disais que voilà, ça avait fait parler un petit peu. Jean-Marie Corda, le roi des naines, intitulé en pseudo sur le logiciel. Bonjour Jean-Marie. Salut à toi, je suis de retour. Tu m'as dit que le podcast avait pas mal fait réagir et que ton audience suppliait ardemment mon retour, qu'ils en pouvaient plus. Il y avait des crises de manque physique, des tremblements, un peu de bavement sur les lèvres, quelques haters qui te disaient faut absolument supprimer cette parole hérétique. Pour la liberté d'expression, pour la démocratie, pour la paix dans le monde, cet homme doit mourir. Donc supprimons-le. Du coup, tu m'as réinvité, je t'en remercie. Eh ben écoute, plaisir. Moi, je m'étais bien marré sur l'épisode qu'on avait fait, qui était pas disponible sur YouTube parce que je faisais pas la vidéo à l'époque, je crois, et qu'en plus, Le titre était magnifique, hein, ça s'appelait La thérapie par la prostitution. que tu m'avais soufflé. Ouais. Et encore à ce Effectivement. jour, ouvrage de référence. Je veux dire, pour n'importe qui tente ce genre de thérapie, une petite recherche internet, il tombe sur la thérapie par la prostitution et d'un coup, c'est l'éveil des consciences. Quelque chose se passe, ça tilte. Effectivement. Bon, je laisserai le premier épisode en description, en note du podcast pour ceux qui veulent aller découvrir un petit peu ce que tu avais dit. Alors, c'est ça, c'est que je te disais, tu avais marqué les esprits lorsque tu t'étais présenté. Je t'avais demandé de te présenter et t'étais rentré directement dans le vif du sujet. Et donc, je vais te demander de te représenter pour voir si ça a évolué depuis 2 ans et qu'est-ce que tu vas me dire sur toi aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de changements de ton côté. Ouais, le temps passe vite et je sais pas à quel point ça a changé. Je me souviens à peine de ce que je faisais il y a 2 ans. Ce qui est sûr, c'est que la nouveauté, c'est que j'ai trouvé une épouse. Ce qui change un peu mon rapport à la prostitution d'un coup. Si tu veux, on en parlera. Et à part ça, moi, j'ai continué à faire du business, hein. Si je suis à fond dans les cryptos, ce qui n'était pas le cas à l'époque, j'étais pas 100% crypto. Là, vraiment, tous mes business quasiment sans crypto. Quoique, j'ai acheté des assets industriels en Russie. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment intéressant d'en parler. Et alors, ton objectif qui était quand même très solide de vouloir, je sais pas, reconscientiser l'homme de certaines choses, reviriliser, redonner une certaine forme de pouvoir. Euh, Tu l'as laissé tomber, tu l'as mis de côté. C'est vrai que j'en ai eu un peu plus rien à foutre. Tu sais, c'est les humeurs, hein. Hmm. Disons que j'ai essayé de monter une secte. C'était beaucoup d'amour, hein. Les gens se rendent pas compte, ils se disent ah, une secte c'est un truc d'enculé, il y a un gourou, ça finit par un suicide collectif et tout ça. Non, une secte c'est beaucoup d'amour auprès de ses fanatiques. Sauf que c'est pas si évident de créer une communauté parce que derrière l'humour, derrière la parodie, ma secte était une communauté et j'ai été un peu trop tolérant, ma grande erreur. Il ne faut jamais dans la vie être tolérant. Ma tolérance c'était que le ticket d'entrée pour ma secte coûtait 20 balles. Donc avec 20 balles, le premier connard pouvait rentrer dans ma communauté. Et du coup, il y a eu beaucoup de mecs qui n'avaient pas le niveau, et c'était pas des gens avec qui c'était intéressant de faire un networking, ou de réseauter, ou enfin de collaborer, ou quoi. C'était pas assez sélectif. Et finalement, j'ai rejoint des réseaux qui étaient beaucoup plus sélectifs, et je passais un meilleur moment où j'avais des interactions qui m'étaient plus profitables dans des réseaux plus sélects, où il fallait plus d'argent pour entrer, où il fallait faire plus d'efforts pour entrer, et notamment des réseaux internationaux. Parce que ma Hmm. communauté était française, il se trouve que même en prenant ce qu'il y a de mieux en France, la crème de la crème, ça reste de la merde. Pourquoi? Parce que la population française a été la cible d'attaques terribles, d'attaques de l'âme. Je pense que la civilisation française est à l'agonie et d'une manière irréversible. Il faudrait un exorciste de masse pour sauver l'âme française. Ça n'est pas mon cas. En fait, j'ai pas assez de puissance, je ne suis pas exorciste, j'ai pas été formé et du coup, je laisse tomber. Je pense que les Français sont globalement foutus, même s'il y a des exceptions. Il y a des Français foutrement exceptionnels. On a ça de particulier dans la race française. T'as un mec comme ça, putain de génie scientifique, un artiste, un machin. De temps en temps, tu sais, on en trouve des Français qui réussissent spectaculairement. Je suis l'un d'entre eux, humblement. Et ces mecs-là, c'est bon, je suis déjà connecté avec eux. J'ai pas besoin de faire une communauté à 20 balles d'entrée. Donc j'ai laissé tomber. Et c'est vrai que face à la population française,
j'en ai un peu plus rien à foutre. C'est une vérité. Je propose toujours mes produits et mes services, comme à ton audience. Vous êtes bien sûr, les gars, libres d'acheter au maximum tous les produits que je vends. Je vends plein de trucs. Vous trouverez des produits pour vous augmenter la taille de la bite, des produits d'investissement financier pour gagner du fric sans rien branler, des produits de développement personnel pour avoir une chance d'être à ma cheville en termes de productivité, de time management, d'organisation et d'efficacité dans le travail en général. Vous trouverez aucun produit pour vous exprimer comme moi, ça c'est très compliqué, il faut beaucoup d'expérience, ou pour avoir mon style incomparable, ce mix entre l'anatomie de nain dont j'ai été béni, ça j'ai gagné la loterie génétique, c'est pour ça que j'ai une grosse tête et un petit corps, et cette coupe de cheveux parfaite, au rasoir. Non, ce truc-là, ça vous fait rêver, ça vous inspire, mais renoncez. Abandonnez tout espoir, lâchez vos attentes et contentez-vous d'être inspiré. Ah, vous pouvez pas voir, il n'y a pas d'image. Ah, je suis désolé. Ah, bah si, sur YouTube, il y aura l'image. Ah, ok. Ok, cool. Ils pourront, ils pourront voir. Bon, il y a une certaine partie qui regarde les podcasts sur YouTube, qui regarde encore les podcasts sur YouTube, malgré mes nombreux appels à l'action pour aller les écouter sur les plateformes. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, comme on dit. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Et alors, t'as gardé un peu tout ça, même si tu t'as plus ta secte aujourd'hui. Ouais. T'es pas sur, alors t'es toujours pas sur Instagram, t'es toujours pas sur Facebook. Si, Facebook, t'as un compte, mais t'as aucune messagerie en fait. J'appelle pas ça des messageries, j'appelle ça des réseaux sociaux. Et Ouais. non, je ne suis pas un esclave. Donc effectivement, j'ai pas des notifications sur mon téléphone pour me dire regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Quand on est un peu dans le business, on sait que les réseaux sociaux sont fabriqués par les mecs qui ont fait les machines à sous. Et les machines à sous, c'est quoi? C'est plein de stimulations qui viennent choper directement l'attention de ton subconscient. C'est très très puissant. Et le but, c'est que tu remettes une pièce dans la machine ou que tu remettes un peu d'attention sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur ce que tu veux. Donc j'ai des gens pour les manager pour moi, mais moi, j'y vais pas. Là, j'ai un TikTok, par exemple. Sauf que j'ai jamais touché TikTok de ma vie. Ah, je viens de faire 100 000 vues sur une vidéo TikTok dans laquelle je dis aux gens, justement, que les réseaux sociaux, c'est du poison. Ce qui est assez drôle, ils hurlent. Mais en tant que mâle supérieur, en tant qu'élite, je peux pas aller perdre mon temps comme un putain d'esclave à regarder mon écran de téléphone. Je préfère regarder des choses intéressantes, c'est-à-dire bosser ou alors interagir avec mes partenaires ou aller voir une nana ou je sais rien, faire de la boxe, du surf, enfin des trucs intéressants, mais pas des réseaux sociaux. Non. Et est-ce que comment les gens te contactent? Tu vois, moi par exemple, je suis passé par mail. Bon, c'était facile puisque j'avais déjà ton mail suite aux échanges qu'on avait eu de la dernière fois. Comment est-ce que les gens te contactent? Est-ce qu'ils t'envoient des messages par je sais pas quel biais? Est-ce que tu reçois des messages positifs, négatifs, ou est-ce que t'as un barrage par rapport à ça? Il y a un gros barrage. Comme n'importe quelle personne publique ou n'importe quel businessman un peu occupé, il y a forcément un barrage. L'idée, c'est que même les gens qui bossent pour moi n'ont pas un accès direct à moi. Seuls mes managers peuvent me contacter directement. Et ensuite, s'il y a une partie de mon audience ou des gens que je ne connais pas qui veulent me contacter, c'est quand même possible. Ils vont passer par des admins. Leur message va être reçu par mon support client ou des admins et va être filtré. Si le message est pertinent, ce qui est rarement le cas, le message remontera jusqu'à moi. Et assez rapidement d'ailleurs. Tu vois, ça a été facile pour toi de me contacter. Ouais, en plus, ça a été rapide, ouais. Le mongol de base qui veut m'écrire pour dire salut, ça va, il est bloqué par un de mes supports clients. C'est tout. Mais c'est normal. Le temps est en quantité limitée, je peux pas m'amuser à le dépenser n'importe comment en étant joignable par tout le monde. Et même le mec de base qui est joignable par tout le monde et qui perd son temps en discussion avec des randoms, ça n'a aucun sens. Il faut commencer une conversation quand tu sais à qui tu t'adresses, quand il y a un minimum de confiance. Et la confiance, elle est établie soit parce qu'il y a des activités communes, soit parce qu'il y a une recommandation. Faut pas parler à des randoms, faut arrêter cette connerie. Les gens le font, hein. Ils vont dans la vie comme ça, avec bon espoir. Moi, je fais jamais ça. Si je m'adresse à quelqu'un, ou si je communique à quelqu'un, si je réponds à quelqu'un, c'est que soit j'ai été recommandé, soit la personne m'a été recommandée par un tiers en laquelle on a tous les deux confiance. S'il n'y a pas eu ça, la communication est une perte de temps. T'as quel âge aujourd'hui, là? 37. 37, ok. Alors, t'en as fait des trucs, hein. Il y avait un sujet dont on n'avait pas parlé la dernière fois, c'était ton passé d'artiste de rue aussi. Bon, t'en as parlé sur ta chaîne. En plus, t'as fait comme un récit livre, ouais. Audio aussi. Ouais.
C'est assez intéressant. C'est assez. À quel point ça t'a forgé? Est-ce que tu penses que sans ça, t'aurais été aujourd'hui ce que t'es là? Petite question, tu l'as écouté le livre audio? Non. Je t'invite, c'est une de mes œuvres majeures. En tant qu'un des plus grands auteurs du XXIe siècle, vraiment, je te conseille ce moment de bonheur absolu, de jouissance auditive. La bande-son, en plus, autour du bouquin est superbe. Vraiment, il y a de l'aventure, il y a du sexe, il y a de l'humour, il y a des références à tout ce qu'on aime, au manga, la culture des 80s. Je t'invite vraiment à lire le bouquin. C'est un des meilleurs trucs que j'ai fait. Par exemple, j'ai eu aucun scrupule à effacer mes sites de porno et à supprimer mon compte sur Xvideo alors que j'étais classé acteur numéro 1 en France. Aucun doute, aucun scrupule, j'ai effacé ça. C'était de la merde, c'est pas grave. Mon bouquin, c'est quelque chose que je considère comme vraiment bon. Et j'ai pas fait grand chose de bon alors que je suis un créateur. C'est mon métier de produire et de créer. Et j'espère que dans ma vie, j'arriverai à créer quelque chose qui survivra à la postérité, qui va durer dans le temps, quelque chose d'un peu intemporel. Et pour l'instant, le truc qui s'en rapproche le plus, c'est ce bouquin. C'est-à-dire, je sais, je fais beaucoup de blagues arrogantes et tout. Les gens savent même pas si c'est du lard ou du cochon, savent même pas si je suis un narcissique complètement taré ou si je fais un peu d'autodérision et qu'en fait, ça va, je rigole de moi-même. C'est un mix des deux, je vous le dis. Mais en étant au premier degré, là je blague pas, j'ai créé beaucoup de choses et pas mal de ces choses ont eu du succès. Quand je vous dis du succès, c'est que je me suis confronté soit à la compétition business, soit à la compétition tout court. Et il y a des domaines très compétitifs, comme le porno, comme le coaching sexuel, où j'ai été premier national ou premier européen. Et c'est pas facile. En fait, c'est même très très difficile. Où j'ai fait des millions sur des business, pareil, c'est pas facile, c'est très compétitif. Donc j'ai vraiment dû faire des efforts et j'ai produit de la valeur qui a été validée par le marché ou qui a été validée de manière générale. Et pourtant, de tout ce que j'ai produit, je le répète, je pense que ce bouquin, c'est un des rares trucs valables. C'est un des rares trucs qui, encore dans 20 ans, encore dans 50 ans, peut-être même encore plus, dans 100 ans, le bouquin que j'ai fait aura plus de valeur qu'aujourd'hui. Et tu verras, il est très divertissant, très agréable à lire, ça va vite, il y a beaucoup d'événements, et il n'y a pas besoin d'être un amoureux du spectacle de rue. Le message du bouquin, ou plutôt la trame, c'est juste un enfant qui passe à l'âge adulte et qui, lors de son initiation, risque sa vie en faisant un truc qui paraît délirant pour le reste du monde, mais qui a énormément de sens pour lui. Et au cours de cette initiation, il obtient la validation du père, et mon père qui pour la première fois était fier de moi, alors que justement je m'étais émancipé de son regard, j'en avais plus rien à foutre de ce qu'il pouvait penser de ce que je fais. Et au milieu de tout ça, il y a quand même des passages rigolos, tu vois, des débuts de baston dans la rue, des histoires de cul dans mon camion avec des meufs. Enfin, il y a des trucs fun. Et il y a également beaucoup d'analyses sur la manipulation, qui est un sujet passionnant. Parce que le spectacle de rue, c'est de la manipulation de foule, avant tout. Quand t'es au cirque ou au théâtre, les gens, ils sont déjà assis. Ils ont payé leur ticket, ils ont payé leur place. Ils attendent que tu commences le spectacle. Dans la rue, c'est pas le cas. Les gens, ils vont au boulot, ils rentrent chez eux, ils vont à l'école, ils font un truc, tu vois. Et du coup, les arrêter, les rapprocher, les maintenir pendant 45 minutes, les faire rire, les divertir, les intéresser, puis les faire payer pour faire tout ça, là, pour en fait les détourner du chemin qu'ils avaient choisi. Mais c'est un travail extrêmement difficile qui est un travail de manipulation. C'est de la manipulation positive, parce qu'au final, c'est pas une arnaque. Les gens, ils passent 45 minutes agréable. En fait, ils sont pas forcés de rester là, hein, faut pas délirer. C'est pas un chantage. Je veux dire, si le spectacle est mauvais, les gens se barrent. Tu tiens pas les gens avec un flingue, tu les tiens avec des blagues et puis des performances, des choses comme ça. Donc ça reste positif, hein, le spectacle de rue. On n'a jamais vu un artiste de rue considéré comme un monstre, voilà. Même s'il y en a qui abusent, qui vont trop loin dans la manipulation, je dirais. Mais c'est comme la télé, tu vois. Mais bref, globalement c'est positif et c'est très très difficile. Et donc tu me demandais est-ce que ça m'a forgé, est-ce que ça a eu un impact sur tout le reste? Évidemment, évidemment. Le spectacle de rue, ça m'a appris les bases de la manipulation de foule et ça m'a aussi servi de thérapie. Comme on peut s'en rendre compte avec mon humour un peu foireux, c'est que j'ai un trouble de l'identité narcissique assez aigu. Et le problème pour un narcissique, c'est qu'il y a une déconnexion avec la réalité. Un narcissique comme moi, par exemple, va se croire plus beau, plus fort, plus intelligent, même plus grand, plus baraqué que ce qu'il n'est vraiment. En gros, tu te prends pour un crack quand t'es un narcissique. Ça veut pas dire que t'en es un. Dans la vraie vie, en fait, peut-être que le résultat que tu produis, c'est de la merde, et toi, en tant qu'individu, peut-être que t'es une merde. Et quand tu fais un truc comme le spectacle de rue,
Il y a d'autres activités comme ça qui sont très réalistes. Par exemple, la boxe. Donc, quand tu as une activité réaliste et que tu la pratiques, bah, tu t'en prends plein la gueule, en fait. Et c'est un retour de réalité qui efface ta maladie mentale en tant que narcissique. C'est-à-dire, toi, tu crois que tu es génial, tu vas dans la rue, tu dis à tout le monde, arrêtez-vous, je suis génial, regardez-moi. Et là, t'as personne qui te regarde. Alors, ça peut paraître un peu inintéressant pour les gens de se dire qu'ils en a à foutre d'écouter une thérapie pour un narcissique. Non, mais tout le monde est devenu narcissique avec les réseaux sociaux. Tout le monde est en train de regarder combien il a de likes, combien il reçoit d'attention et tous. Donc, tout le monde devient à peu près taré. Généralement, c'est pas clinique. Ça a été stimulé par la société des réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Mais du coup, je vous le dis, les gars, le remède, la guérison, c'est une confrontation à la réalité. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que dans notre époque de surreprésentation sur les réseaux sociaux, tous les réalistes sont autant détestés. C'est quoi être réaliste? C'est être sexiste, c'est être raciste, c'est être capitaliste. Toutes ces choses-là, en fait, c'est être réaliste. Un mec qui est raciste, comme moi par exemple, ça veut pas dire être idiot. Ça veut pas dire penser que tous les Noirs sentent mauvais, tous les Chinois ont une petite bite. C'est pas ça être raciste. Ça veut dire refuser de se soumettre au tabou et avoir une conscience raciale. Et se dire, ok, si je vais dans un pays où il y a que des Noirs, eh ben, faut le prendre en compte, tu vois. Il y aura un effet. Ça sera pas tout à fait pareil qu'être dans un pays où tout le monde est jaune, où tout le monde est blanc. Si on prend en compte la différence de genre, si tu interagis avec un groupe de femmes, eh bien, ça sera pas pareil qu'un groupe d'hommes. Et en fait, cette conscience de genre, cette conscience raciale ou cette conscience financière quand tu es un capitaliste, bah, va t'amener à prendre des décisions qui sont quand même vachement plus raisonnables sur la base de préjugés qui sont certes pas justes à 100%, il y a des exceptions, hein. Il y a des noirs physiciens et il y a des chinois grosses bites, ça existe, mais c'est pas la majorité. Et quand tu as cette info-là, que tu es réaliste, bah, tu fais un peu moins de la merde, tu es un peu plus efficace dans la vie, et jusqu'à preuve du contraire, la vie c'est compliqué, il faut être compétitif. Et au niveau de la thérapie, parce que hein, tu vois, on avait fait la thérapie par la prostitution, là partons sur la thérapie par la réalité. Mais en fait, quand la réalité te fout des grosses baffes dans la gueule, t'as beau être narcissique de naissance comme moi ou être devenu narcissique parce que la putain de société, bah la réalité qui te met des grosses baffes te rappelle que non, t'es une merde en fait. Et quand j'ai commencé mes spectacles de rue, la rue m'a dit très clairement, Jean-Ma, tu es une petite merde, les gens n'en ont rien à foutre de toi, t'aurais beau crever sur le bitume, t'arrêterais personne. Et il a fallu que je bosse, que j'écrive mon spectacle mieux, que je fasse des meilleures blagues, des meilleures performances, enfin un travail de fou furieux, hein. Et j'ai dû voyager à travers le monde pour apprendre auprès des maîtres, très difficile. Il fallait que je bosse pour y arriver. Et c'est pareil pour un boxeur. Un boxeur, il peut croire ce qu'il veut. D'ailleurs, des fois, sur Internet, on voit des vidéos avec des cracks qui ont fait 3 bastons de rue parce qu'ils ont intimidé des fragiles et ils se prennent pour des mecs vraiment forts. Ils débarquent sur un ring de boxe avec un coach en faisant un petit peu les agressifs et ils se font éclater comme des merdes. Eh ben, généralement, c'est la meilleure thérapie qu'ils puissent recevoir de leur vie. À la fin ils tiennent même pas un round, hein, mais à la fin de la minute où ils prennent une raclée, ils se font éclater, ils peuvent même pas toucher le gars, ils réalisent que peut-être qu'en fait, ils sont des petites merdes, et 2 solutions. C'est soit ils sont dans le déni complet, et ils rejettent le truc, et là, en fait, ils finissent fous, ils finissent à être des déchets de la société. C'est ça, un narcissiste, un narcissique qui a échoué, il finit isolé, il déteste tout le monde, et il pense que tout le monde est trop con, que personne ne le comprend. Un narcissique. C'est souvent quand on est vieux d'ailleurs. Ça peut arriver plus tôt. Hein. Ouais. Moi, je pense que on voit souvent c'est les vieux comme ça qui restent dans leur. Alors pas tous, hein, mais. Bah, ils perdent la capacité d'écoute, mais c'est encore autre chose. Non, ça arrive de plus en plus à des jeunes qui finissent isolés, qui sont complètement isolés à un âge très jeune. Ils veulent pas se confronter aux autres, ils veulent pas se confronter à la réalité. Ils parlent beaucoup derrière un écran, mais en fait, ils vont jamais IRL confronter la réalité. Ça peut être de plein de façons. Ça peut être en faisant des rencontres, ça peut être en allant voir des meufs, ça peut être en faisant un sport de combat, ça peut être en lançant un business. Il y a plein de façons de se confronter à la réalité. Ils le font plus. Donc ils vont s'enfermer soit dans une vie isolée, soit dans une vie d'esclave. Et ça, en fait, c'est l'échec pour un narcissique. C'est-à-dire rester attaché à l'idée qu'on est exceptionnel ou qu'on produit des choses exceptionnelles sans se confronter à la réalité. Donc en fait, sans avoir un check de la réalité, tu peux y croire à ton illusion. Et du coup, tu peux vivre dedans plus longtemps, tu peux t'attacher plus encore à l'illusion, ce qui est un drame, hein. Parce que l'attachement à l'illusion, c'est ce qui mène aux plus grosses déceptions, aux plus gros échecs dans la vie.
Tu restes des années sur une illusion, tu vois, à préparer un projet qui est en fait une merde totale, ou à être satisfait de ta propre personne alors que tu es une merde totale. Et un jour, tu te réveilles parce que tu essayes en fait d'obtenir quelque chose d'un peu désirable, et cette chose que tu veux, pour l'obtenir, pas de chance, il faut forcément se confronter à la réalité. Et là, si c'est ta première confrontation à la réalité, et que tu vivais dans cette illusion que t'es exceptionnel, mais qu'en fait, t'es une infâme merde, et ben cette confrontation se passe très mal. Tu te fais éclater. Et bienvenue dans le monde réel. Ouais, très juste. Le business, beaucoup, hein. Il y a ça aussi. C'est vrai que dans les sports de combat, pour le coup, tu te fais éclater. Il y a pas d'explication, quoi. Enfin, il y a pas d'argument. Dans le business aussi, hein, souvent, il y en a. Enfin, on peut penser, il y en a beaucoup qui se lancent en pensant qu'ils vont faire des millions, ou alors, tu sais, on voit un petit peu tout ce qui circule sur le dropshipping, sur tout ça, ceux qui essaient de vendre des formations. Il y en a qui font ça bien, hein, mais il y en a qui abusent un petit peu. Et finalement, la réalité, c'est si tu vends pas, t'as rien là tu te rends compte qu'il se passe rien, quoi. Tu vois, on a beau te dire tout ce que tu veux, si tu vends pas, la réalité te rattrape. Et ça aussi, c'est La une façon aussi de confrontation, te rendre compte que t'es pas forcément un génie absolu dans tous les sens, quoi. Ça, c'est dur. la confrontation au marché. Le business, c'est ça en fait. Tu pars avec ta petite hache, ton petit couteau, tes idées, et tu vas te confronter au marché. Et le marché, il est Hmm. dur. Surtout en ce moment, quand l'économie est au plus bas. Là, on est un peu en crise économique, en général, et en crypto. Se confronter au marché maintenant, c'est très, très guerrier. Et c'est intéressant, hein. Hmm. Et alors toi, quand t'as pris cette gifle, donc tu te penses un génie, t'arrives dans dans la rue, tu fais un spectacle et finalement ça intéresse pas autant les gens que tu penses. Comment tu le prends? Qu'est-ce qui fait que toi, et puis comment ça se passe, tu vois, que tu te mets tu te remets en question et tu te dis bon, il va falloir que je m'améliore, il va falloir que j'arrange, il va falloir que je trouve des solutions. Qu'est-ce qui fait que tu prends cette voie plutôt que l'autre, celle que tu viens de décrire, qui te que tu te renfermes sur toi-même et puis tu dis personne comprend rien. C'est l'amour. C'est toujours l'amour qui nous sauve. Moi, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai choisi le spectacle de rue, qui est une activité que j'aime profondément, tu vois, dont je suis passionné. Et du coup, mon amour pour le spectacle de rue était supérieur à mon ego. J'avais réellement le souhait de proposer un bon Hmm. spectacle. Et c'est ça qui me sauvait, qui faisait que je me disais pas, non, mais les gens sont trop cons, gna 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 gna. Non, je voyais d'autres artistes de rue qui étaient réellement bons, et j'étais assez lucide pour m'apercevoir que ce qu'ils produisaient était bien meilleur que mon spectacle, et puis pour eux, ça marchait. Donc je me cherchais pas d'excuses. Je voyais bien que j'étais merdique. Ces mecs-là, en plus, je les respectais. Et ils avaient la gentillesse de m'expliquer un petit peu pourquoi ce que je faisais, c'était de la merde, et me donner 2, 3 conseils. Donc c'est mon amour pour l'activité choisie qui a été la clé. Et je pense que c'est souvent ça. La réponse à tout, c'est l'amour. Et c'est quoi que tu faisais pas bien alors? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Oh, c'est plein de choses. C'était ma gestion du public, c'était mes techniques de manipulation, c'était ma communication. C'est tellement large. Ça serait très long à développer. Hmm. Mais au début, quand tu fais un spectacle de rue, alors est-ce que ça va être intéressant de développer ça pour une audience qui jamais ne fera du spectacle de rue? J'en sais rien. Allons-y, quoi, testons. Donc, Sait-on jamais. Moi, ça m'intéresse en tout cas. ok. Bon, un artiste de rue débutant, il va dans la rue en pensant que ça va intéresser les gens de le voir faire une performance à la con. On va dire jongler avec 4 massues. Et généralement, pour cet artiste, jongler avec 4 massues, c'est quelque chose d'absolument épique, héroïque, tu vois, waouh! Mais non, les gens s'en branlent. Il y a aucune meuf qui se caresse la chatte le soir en se disant oh, il jongle avec 4 massues. Il y a aucun mec qui s'arrête et qui se dit putain, respect, j'ai envie de te serrer la main et apprends-moi, sois mon maître, je serai ton disciple. Mais non, ça n'inspire personne. Personne. On n'a rien à branler d'un diabolo, des massues, mais c'est vraiment des accessoires de fils de pute et de loser, quoi. Il n'y a pas pire trou du cul qu'un putain de jongleur, on est d'accord. En plus, tu vois Et comme ils se fringuent, les les mecs. jongleurs vont être contents. Non, mais je les emmerde. Les jongleurs sont des putains de losers. Et j'en étais un, tu vois. Un peu de self-awareness. Et du coup, le jongleur n'en a pas conscience. Il débarque dans la rue avec sa petite cabriole de merde et ses 3 massues. Il se dit, je suis un crack, parce que lui, il aime ça, tu vois, jongler, voilà. Mais en fait, il se ment à lui-même, hein. La vérité, c'est pas qu'il aime jongler. La vérité, c'est que c'est un narcissique qui a un désir ardent de se présenter face au monde et qu'on le regarde et qu'il a rien trouvé de mieux que des massues de jonglage pour demander un peu d'attention. Mais aujourd'hui, on voit les gens sur TikTok faire des petites danses, c'est la même chose.
C'est la version moderne du petit jongleur, quoi. Et en fait, c'est des excuses. C'est-à-dire que cette performance, le jonglage ou la danse ou je sais pas quoi, va être une excuse pour dire non, 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 c'est pas mon ego qui parle. J'ai un vrai talent et je viens vous l'offrir. T'as pas un talent, fils de pute. Tu jettes des objets en l'air et surprise, ces objets retombent. Oui, c'est pas très intéressant. Et eux, dans leur délire de merde, à trouver ça épique, en fait, c'est quoi qu'ils trouvent épique? C'est leur nombril. Mais bref, ils trouvent ça vraiment épique, donc ils vont foutre une musique derrière, genre une musique de super-héros, et ils sont là à lancer leur massue avec cette incohérence, tu vois, avec cette dissonance cognitive, c'est-à-dire, ils ont un costume limite de héros, une musique de héros, et ils font un truc de loser. Et ça ne marche pas, évidemment. Donc, tous les artistes de rue, généralement, ils commencent en faisant ce genre de truc. Et les petits trous du cul sur TikTok, YouTube, etc. font un peu la même chose. Ils font un contenu dans lequel ces abrutis, ils exposent au reste du monde leur médiocrité. Donc, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience, pas de courage, pas de compétences, même pas de créativité, pas forcément de dons génétiques. Tu vois, bon, t'en as qui sont un peu mignons, mignonnes, mais c'est le mieux qu'ils ont généralement. Et ils vont exposer ça à la face du monde avec un peu de vidéomontage, avec un peu de musique et tout. Donc, ils vont le mettre en scène de manière épique au maximum ou spectaculaire, tout en portant cette incohérence ou cette dissonance cognitive qui est que eux, ce qu'ils font, objectivement, c'est de la merde. Mais ils te présentent ça comme si c'était super. Ce qui fait que tu as plein de contenu qui marchera jamais, où il y a cette incohérence et les gens, instinctivement, ils détestent l'incohérence. Quand c'est pas harmonieux, ça ne marche pas. Même si, de nouveau, on vit dans une société de décadence qui force les gens à assimiler du chaos et l'inverse de l'harmonie. Mais c'est forcé à coup de subvention. Quand tu payes pas les gens, ce qui est vraiment viral, naturellement, de manière organique, c'est des choses très harmonieuses. C'est des choses qui spontanément sont drôles, sont belles. Ça, les gens en mangent. L'harmonie, de tout temps, de toute époque, dans toutes les cultures, les gens aiment l'harmonie. L'humain est programmé pour désirer et apprécier l'harmonie. Donc bref, l'artiste de rue débutant, il arrive sans aucune harmonie. Et après, par la force du travail, à la fois ce qu'il va proposer va monter en valeur et la manière dont il va l'amener va baisser en arrogance. Il va avoir un peu plus de self-awareness. Et en baissant en arrogance, il va devenir plus intime avec les gens. Ce sera plus touchant ce qu'il va faire. Tu vois, c'est un type un peu timide, humble, un peu marrant, cool, qui se prend pas au sérieux, qui fait des blagues sur lui-même et qui fait un truc qui en fait est pas mal du tout. Tu dis putain, franchement, tu te la pètes pas et ce que t'as fait, beau gosse, c'est pas mal du tout. Mais l'inverse, un type qui prétend des masses et qui fait une petite crotte, t'as envie de lui dire je vais te frapper, arrête. Je veux rebondir sur un truc sur, tu vois, est-ce qu'aujourd'hui justement la problématique alors je pense à TikTok parce que j'ai l'impression que ça a vraiment, c'était avant Instagram, mais TikTok ça a vraiment encouragé ce phénomène. Tu dis les gens se mettent en scène, on le voit effectivement, on voit beaucoup de comptes. Alors il y en a qui dansent, il y en a qui font des connes. Enfin bref, des fois je vais un peu sur TikTok, je vois. Est-ce que la problématique c'est pas que tous ces trucs a priori médiocre, tu mets quelqu'un dans la rue faire une danse, tout le monde s'en branle, tout le monde passe à côté, on s'en fout. Aujourd'hui sur TikTok ou sur d'autres réseaux, il y a une viralité, il y a un truc qui fait que il va y avoir beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés. On va avoir des comptes finalement qui n'ont aucun intérêt, factuellement parlant. Une petite de 14 ans qui danse ou qui doit. Enfin, je veux dire, il y a aucun intérêt si tu veux. Par contre, ça va avoir des milliers de likes. Alors, je prends cet exemple-là, mais ça peut être autre chose. Et en fait, ça encourage à dire, en fait, c'est formidable ce que je fais. Tout le monde aime. Alors que factuellement, c'est nul. Excuse-moi, je suis obligé de t'interrompre, tu as tout faux. Alors, deux choses. La première chose, c'est que les comptes que tu vois réussir, c'est le 1% de ce qui réussit. Ce que tu ne vois pas, c'est les 99% d'échecs total qui n'ont aucune vue. Le fait que les comptes qui réussissent diffusent du contenu de merde, c'est une chose, certes. Mais ça ne veut pas dire que le contenu de merde fonctionne. C'est que ce contenu de merde a des composantes de qualité qui t'échappent ou des composantes de viralité qui t'échappent. Faut pas oublier que l'audience, c'est une bande d'esclaves et d'abrutis, donc ils s'identifient à des trucs qui sont très cons. Pour rappel, touche pas à mon poste, ça fait 5 millions d'audience. Personne les force, tu vois, les gens à regarder cette merde. Mais ils s'identifient parce que c'est aussi con qu'eux. Donc ce que tu vois, ça a peut-être l'air très con, mais en fait, c'est souvent bien marketé, c'est souvent bien rythmé, donc il y a des raisons au succès. Et ensuite, quand tu dis une petite de 14 ans qui bouge, qui danse, en fait, elle fait quoi? Elle bouge son cul.
crois pas. T'as beaucoup de pervers, de pédophiles qui vont regarder ça, qui s'assument pas, tu vois, mais qui vont regarder une gamine trémousser son cul. Il y a de l'audience. Il y a des gamines qui vont regarder aussi en espérant, en rêvant d'avoir la même popularité, et ça crée une sorte de boucle infâme où t'as un lac d'awareness, enfin un manque de conscience totale entre la gamine qui se rend pas trop compte de qui la reluque et les autres gamines qui aimeraient être à la place de celle qui se fait reluquer, et les parents qui voient tout ça aussi, qui sont en mode ouais c'est cool, ma gamine qui trémousse son cul sur TikTok, c'est parfait. Écoute, moi j'ai beau avoir fait 15 ans de porno, je reste un mec traditionnel, ma fille elle trémoussera pas son cul sur TikTok. Clairement, hein. Et la pédophilie, c'est très répandu. C'est pas juste. En fait, les mecs qui passent à l'acte sont probablement 0,0001%. Le truc banal, c'est juste d'aller sur TikTok. J'ai pas TikTok, donc je me rends pas compte, mais j'imagine, quoi. C'est juste d'aller sur TikTok. Et j'avais vu des vidéos YouTube qui analysaient un peu ça, quoi. Où t'as des gamines sursexualisées. Pour rappel, c'est pas mon délire. Moi, j'ai bossé dans une industrie où il y a aucun mineur. Jamais. T'as jamais dans un studio porn personne qui soit mineur, quoi. Ça n'arrive pas. Mais alors, tu vois, ça, le fait d'avoir mis la majorité, admettons, à 18 ans, toi qui as travaillé dans le porn, est-ce que pour toi ça fait sens? J'imagine bien qu'il y en a qui auront 17 ans qui seront beaucoup plus éveillées et beaucoup plus conscientes que d'autres qui ont 19 ans et qui pourtant il faudrait absolument pas qu'ils rentrent dans cette industrie. Mais on a posé la barre ici. Est-ce que toi tu l'as vu ça dans le monde du porno? Oh, moi, j'irai au-delà. Je suis content d'avoir arrêté. C'est un milieu toxique. Je me pose même Bah, pas ça, la question de l'âge. j'imagine, ouais. Je veux dire, j'ai passé 15 ans dans ce milieu et au final, j'ai gardé aucune connexion. Je suis en contact avec zéro meuf. Et crois pas que je suis un mec avec qui on peut pas rester en contact, hein. J'ai des anciens partenaires business avec qui je suis toujours en très bon terme. J'ai des anciens amis, des anciennes copines avec qui je suis en très bon terme. Et les gens du porn, il y a quelques producteurs avec qui je suis resté en bon terme, mais les actrices, franchement, bon, après, je suis pas un gars qui communique beaucoup avec les femmes. J'ai mon épouse, avec qui je communique beaucoup. J'ai des très rares amies femmes, donc notamment mon ancienne assistante, qui est une femme adorable et très rigolote, mais de manière générale, je trouve ça très peu intéressant, hein, de communiquer avec des femmes. Elles sont souvent pas drôles, pas aventurières, pas très percutantes, bon, et pour le business aussi. Donc il n'y a pas beaucoup de raisons en fait pour moi de discuter avec une femme, mais les actrices porn encore moins. La plupart d'entre elles n'étaient pas fiables, n'étaient pas saines mentalement, elles avaient une hygiène de vie lamentable, ce qui n'aidait pas du tout. Déjà qu'elles n'étaient pas stables, ça les rendait encore plus instables. C'est toxique en fait d'interagir avec ces femmes, et dangereux, parce que dans le porno, tu shootes sans capote, et en vrai, bah, c'est risqué, même si on fait des tests. Tu vois, le test, il se fait une semaine avant le tournage. Ouais, ça reste dangereux. Il reste une semaine pendant laquelle elle peut aller se faire tringler par n'importe qui et débarquer sur le shooting avec des infections. C'est possible. T'as eu des problèmes? Pas? Non, des micro-trucs, rien, tu vois, des déséquilibres de la microflore, que dalle, il n'y a même pas de symptômes. Tu le sais parce que tu fais un test et ils te disent « Ah tiens, t'es un peu déséquilibré sur tel ou tel truc, tu prends 3 pilules, c'est fini en 2 jours. » Rien du tout. Et il y a des gens non, qui chopent des vraies merdes et il y a un risque, même s'il est faible, tu vois. Et quelque part, je suis très content d'avoir arrêté avant d'avoir vraiment une merde. Alors, statistiquement, c'est rarissime de choper le sida ou l'hépatite en faisant du porno, mais vers la fin de ma carrière, j'avais cette angoisse. Je me disais, attends, si je chope le sida, déjà, c'est un drame personnel, égoïstement, mais je veux faire des enfants, là, dans pas longtemps. Tu fais comment, tu vois, avec le sida pour faire des gosses? C'est encore possible, tu vois, mais tu commences à partir dans des prises de tête, enfin, ça te flingue la vie. Qu'est-ce que tu dis aux mecs qui se protègent pas, qui mettent pas de préservatif, par exemple, dans la vie de tous les jours? Alors, si c'est avec une partenaire qui avec les tests ont été faits, bon, ça, la question se pose pas, mais tu sais, il y a eu une grosse propagande. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui sur le préservatif, sur la contraception, et le fait de pas faire circuler les maladies. J'ai l'impression que de plus en plus on s'en branle. Ou alors c'est peut-être moi je vis dans un monde où j'ai l'impression que les mecs Non, t'as raison, il y a pas mal de mecs qui en ont rien à branler. Ce sont des faibles et des abrutis. La raison pour laquelle ils mettent pas la capote, c'est parce que c'est plus difficile de baiser avec la capote. C'est plus difficile et c'est moins agréable. Donc, c'est compliqué. Quand je dis c'est plus difficile de maintenir une érection. T'as pas mal de mecs qui, en fait, lorsqu'ils ont une nouvelle partenaire,
Ça les stresse un peu, et ce stress a un impact sur leur érection. Ils vont moins bien bander. Et du coup, déjà, quand tu galères à bander, en plus de ça, foutre une capote, c'est la merde. Ou il y a des types, tout simplement, qui sont pas à l'aise avec l'acte sexuel, qui sont très à l'aise pour se branler tout seul, mais face à une femme, ben, tu vois, on parlait tout à l'heure de confrontation à la réalité. Et là, d'un coup, Ça, c'en est une. confrontation à la réalité. La femme, elle te voit, elle t'entend, t'es là, quoi. Et du coup, t'es face à toi-même. Parce qu'elle t'observe. Et bref, dans ces situations-là, le mec, il a pas envie de se compliquer encore les choses avec une capote. Mais il devrait. Ça le regarde. J'ai envie de dire que si des esclaves foutent en l'air leur vie, c'est pas mon problème. J'en ai rien à foutre. Mais si je parlais à mon fils, par exemple, je lui dirais, tu fous une capote avec absolument tout le monde, sauf avec ta meuf. Et ta meuf, elle baise avec personne d'autre. Ou alors, si elle veut vraiment baiser avec d'autres mecs et que ça te va, elle fout des capotes avec tout le monde, absolument tout le monde. Toujours. Il n'y a qu'une partenaire avec qui tu peux pas mettre de capote. C'est ta meuf. C'est tout. Il n'y a pas de feinte. C'est aussi simple que ça. Et si les mecs galèrent avec une capote, je propose des vidéos là sur mon site jamcorda.com, érection en béton, et en gros tu te muscles le périnée, tu vois, c'est la zone du muscle PC. Derrière, tu as une érection beaucoup plus solide et tu es à l'aise, tu vois, même avec capote, ça change rien du tout. Et c'est évidemment moins bien d'avoir une capote. Tu vois, c'était un de mes plaisirs dans le porno de baiser des inconnus sans capote. Mais à quel prix? C'est-à-dire qu'au début, quand j'étais assez inconscient, j'y pensais pas, ça allait. Mais le danger était pourtant là. Et on faisait les tests. Mais un mec random qui rencontre une connasse sur Tinder, il connaît pas son passé, il sait pas quelle bite elle a sucé, comment elle s'est fait déglinguer, il a pas fait un test, il y va sans capote, sur quelle base, tu vois, en disant non, elle a pas trop l'air d'une salope, t'en sais absolument rien de son hygiène de vie. Donc tu prends des risques, et si elle baise avec toi sans capote, eh ben, statistiquement, c'est que elle le fait avec d'autres mecs aussi. C'est ultra risqué, le fais jamais. Et surtout, sois honnête avec toi-même. Si tu fous pas la capote, c'est parce que c'est plus dur de bander. Bah, du coup, apprends à mieux bander et t'auras plus besoin de prendre ces risques avec ta vie. T'as connu des mecs, toi, ou dans ton entourage quand t'étais. Alors, soit dans le milieu du porno, ou même, je sais pas, des amis à toi, des gens, ta communauté. Je trouve que le moyen de prévenir aussi, c'est de foutre la frousse. Alors le problème, c'est que tant qu'on n'a pas chopé quelque chose, ou tant qu'on n'a pas eu le problème en question, en général, on reste toujours un petit peu léger sur la question. Mais peut-être, si tu as eu des exemples de gens qui ont chopé des trucs, ça peut dissuader quelques non-partisans. En vrai, en vérité, c'est surtout les meufs qui chopent des trucs. Donc les mecs qui sont des petits enculés égoïstes, ils en auront rien à foutre. Mais un vagin est plus vulnérable à des déséquilibres ou à des infections, juste par la manière dont c'est construit. Un vagin est une cavité. Donc, ça reçoit un peu plus les merdes. Une bite, c'est à l'extérieur, ça se nettoie facilement. Sauf comme Manuel Ferrara, tu vois, par exemple, il a un problème de phimosis, il peut pas décaloter sa bite. C'est pour ça qu'il y a du fromage de bite qui se stocke entre le gland et le prépuce. Toujours le Donc petit pour ce pauvre homme, c'est infection sur infection, tu vois. On pense tous à lui. Mais en vérité, les mecs chopent pas grand-chose, rarement. C'est souvent des petits trucs genre Gonorrhea, chlamydia, des choses comme ça, qui vont perturber la microflore des femmes. Et derrière, elles vont avoir des pertes blanches, elles vont puer de la chatte. Mais pourquoi? Parce que le mec lui a ramené des saloperies de la part d'une autre nana. C'est souvent ça qui se passe. Bah, c'est quand même pas agréable. Quand t'as une meuf et tu lui ramènes une micro-merde dont t'as été le porteur, toi, ça t'a rien fait. Parce que c'est des trucs qu'on peut porter en tant que mec, mais qui n'ont pas de symptômes. Et quand tu vas baiser avec une nana, tu vas leur transmettre et elle va avoir des symptômes. Ça, c'est le truc qui arrive très, très, très souvent. Et toutes les meufs qui puent de la chatte, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a un disbalance ou un déséquilibre de la microflore. Et sinon, pour les mecs, pour les angoissés, oui, moi, je connais 2-3 mecs qui ont chopé la syphilis, et donc ils ont dû se faire injecter, je sais plus comment ça s'appelle, il y a une piqûre très douloureuse qu'on se fait injecter quand on a la syphilis. Putain, j'ai plus le nom. Je vais la regarder. Bah, bon, la syphilis, en plus, c'est un truc qui... c'était en recrudescence à un moment donné, hein, j'avais vu. Non, mais je pense qu'avec la politique migratoire française, on va voir des nouvelles maladies sexuelles arriver, ça va être sympathique, ça va être exotique, tropical. Bon, ok. Et alors, pourquoi t'as décidé d'arrêter le porno, ou disons d'arrêter la prostitution, parce que le porno, tu l'avais un peu expliqué publiquement, ou encore que tu l'avais annoncé. Qu'est-ce que tu l'avais annoncé, mais tu l'avais pas expliqué en détail.
Arrêter la prostitution? Ouais. Non, arrêter le porno, je parle. Et pourquoi et ensuite, je te demande. Ah, mais t'as dit arrêter la... Oui, pour quelle raison parce que tu m'as dit tout à l'heure, j'ai arrêté la prostitution un peu moins. Non, mais pas. J'ai arrêté de consulter des Quoi? prostituées. Tu m'as dit ça tout à l'heure. Mais jamais Jamais de la vie, que racontes-tu, quoi? Pauvre Pauvre fou, fou, comment malheureux, qu'est-ce que tu dis? Ok, bon alors t'as pas arrêté. Mais je sais pas, Non, tu m'as dit tout à l'heure à la jamais. prostitution, non, je suis un peu. Je suis revenu parce qu'aujourd'hui j'ai une femme, tout ça, c'est pour ça. Mais alors peut-être que non, j'ai Quoi? mal compris. Ah non, plus que jamais, tu m'as très mal Ouais, compris. vas-y, alors Tu déformes mes propos. explique-moi. Alors, Un vrai à journaliste. toi dans l'audience qui écoute, bouge tes oreilles, quoi. Là, notre hôte raconte n'importe quoi. Jérôme se plante. J'ai pas du tout arrêté. Au Vas-y. contraire, j'intensifie. Donc, le porno, je pense que je me suis assez exprimé. À 15 ans, ça va, tu vois, aussi, j'ai eu le temps d'en faire le tour. Je t'ai expliqué que les meufs, la plupart du temps, c'était des tarés et que t'étais pas à l'abri de choper une saloperie. Donc, il y a un moment, tu joues au loto pendant 15 ans avec ta life, ben, c'est pas délirant d'arrêter, surtout pour aller faire des enfants. Ok, ça tout le monde le capte. Ensuite, la prostitution, pourquoi j'ai intensifié? Pour une raison que j'ai déjà expliquée sur YouTube, mais je vais avoir la patience de t'expliquer de nouveau. Les prostituées sont le pilier de la famille. Faut le comprendre. Et je sais que la plupart des gens, ignorants et bêtes, ne le captent pas, donc je vais vous l'expliquer. Un homme, il peut se perdre avec une amante. Il va passer du temps. Il va passer des émotions, il y aura des messages. Une amante, elle peut toujours arriver et taper à la porte. Elle sait où t'habites, elle a ton numéro, tu vois. Une amante, émotionnellement, elle croit qu'il peut se passer des choses. Elle a un petit peu des perspectives d'espoir, on ne sait pas. Alors qu'une pute, pas du tout. Généralement, elle n'a pas ton numéro. Tu as le numéro de l'agence, tu débarques, tu fais ton affaire, 40 minutes, tu rentres chez toi comme un bon père de famille. C'est tout. Et du coup, maintenant que j'ai une épouse, vu que je suis un homme sérieux, eh ben, mon temps et mon énergie est dédié à ma famille. Et quand je vais me détendre, je vais pas passer 3 heures avec une amante. Il faut pas oublier, une amante, une fois que tu l'as baisée, t'es pas censé la dégager comme ça. Tu bouffes avec elle, un minimum, tu bois un truc avec elle, voilà. Mais c'est une trahison. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas passer autant de temps avec une autre femme. Tu peux pas communiquer avec une femme. Tu peux pas construire une relation un peu émotionnelle avec une autre femme quand t'as déjà pas le temps de passer autant de temps que tu devrais avec ta famille parce que t'es un homme responsable et en fait, tu passes énormément de temps à bosser. Et à cause de ça, ta famille te voit pas aussi souvent qu'elle le souhaite. T'as pas autant de temps que tu veux. C'est pas infini le temps que tu passes à éduquer tes enfants. Du coup, en tant que père de famille, en tant que chef de famille, ton temps est clairement limité. Si ton temps est limité, t'as quand même le droit de t'offrir un peu de bon temps. T'as quand même besoin de te ressourcer. Et évidemment, tel un gentleman, tu te ressources dans un salon de pute. Mais ce moment où tu te ressources, il doit être limité, il doit être efficace. Tu peux pas passer la soirée et la nuit à picoler avec tes potes et que ça dure trop longtemps. Tu peux pas aller jouer aux jeux vidéo et que ça dure trop longtemps. Tu peux pas aller avec des amantes et que ça dure trop longtemps. Ce que je dis, c'est quels que soient tes loisirs, moi c'est le sexe. Ok, tout le monde n'est pas autant passionné de sexe. Bon, quels que soient tes loisirs, si c'est le sexe, si c'est les copains, si c'est la boisson, si c'est les jeux vidéo, ce que tu veux, ça doit être, quand t'es chef de famille, ça doit être modéré. Donc on s'en fout qu'on parle du sujet du sexe. Si tu joues aux jeux vidéo et que t'as une famille à gérer, oui ben, soit tu joues aux jeux vidéo avec tes gosses, parce que ça c'est possible, ou soit tu joues pas beaucoup. Tu joues 1 heure et puis dans la journée, et puis le reste du temps, t'es en train de bosser ou t'es avec ta famille. En fait, je pense que le temps libre, enfin le temps où t'es pas en train de pioncer, ça devrait être un truc du genre 70% à bosser, 10% à t'entraîner, 10% avec ta famille et 10% à te faire plaisir. Et la manière dont tu te fais plaisir te regarde. Mais, on va être honnête, un homme en bonne santé, normalement constitué, il aime baiser. Et les hommes sont faits pour aimer et avoir besoin de chair fraîche. Donc, ils vont fréquenter d'autres nanas. Et franchement, c'est les putes qu'il faut fréquenter. Parce que c'est safe, parce que c'est rapide. Et les couillons qui font pas ça, en fait, les couillons qui se privent, qui se cantonnent à l'exclusivité sexuelle parce que leur nana est pas prêt à accepter ça, ces couillons-là, eh ben, en fait, ils prennent un gros risque. Le risque, c'est quoi? C'est que ils sont en mode abstinence, ce qui les rend potentiellement un peu fous. Ils sont dans le devoir conjugal, donc ils continuent de tringler mes mères de temps en temps parce que tu vois, il faut bien la calmer. Et le reste du temps, ils se mordent la queue en mode frustré. Et si un jour ils ont une opportunité,
là, ils sont prêts à tout et n'importe quoi. Ils sont prêts à faire des grosses dépenses financières, des grosses dépenses en temps et en énergie, des risques même, juste pour aller potentiellement tenter l'opportunité de baiser un petit cul qui n'est même pas une pute, qui est une nana. Donc, tu vois, une professionnelle qui est pas sous la direction d'une agence peut faire n'importe quoi. Une nana normale, une nana de Tinder, c'est dangereux. C'est potentiellement une folle, c'est une casse-couille, c'est une meuf qui peut, si elle est jalouse, venir essayer de détruire ton foyer. Faut pas prendre ce risque. Faut aller chez des professionnels, des femmes qui sont cadrées. Une pute, si elle fait n'importe quoi, elle se prend une grosse baffe à Mac dans la gueule, ça la recadre. Vraiment, les putes font pas n'importe quoi, surtout si tu fréquentes des établissements corrects. Et du coup, le mec qui est dans la frustration sexuelle, ce type-là, potentiellement, c'est lui qui va péter un plomb un jour et pour un petit cul faire n'importe quoi, ou alors, même s'il fait pas n'importe quoi, la frustration est telle qu'au quotidien, il va être aigri, il va taper sur ses gamins. Les sales types, les connards, c'est des mecs qui baissent pas assez de putes, faut se le dire. Les losers qui gagnent pas assez d'argent, c'est parce qu'ils ont pas cette pression financière d'avoir des loisirs de luxe qui consistent à vider leur tension dans la bouche d'une experte. Donc, honte à tous les hommes qui ne sont pas au service de leur pays en faisant vivre l'économie nationale, les putes. Et putain, bougez-vous le cul, allez dans le salon de votre quartier ou de votre ville et faites un peu tourner l'économie, faites un peu tourner vos liquides corporels, allez aux putes. Et ça, est-ce que, ok, le raisonnement tiendrait, tu vois. En plus, moi, j'aime bien ramener tout à. Mais comment ça, il tiendrait? Non, mais attends. Mais indéboulonnable. Oui, non, mais. Et ça fait des milliers d'années, j'invente rien. Mais... Ça fait des milliers d'années que les hommes mentent à leurs femmes en disant « je vais au bureau ». Oui, non mais leur bureau, c'est une garçonnière en fait. Et effectivement, la plupart du temps, ils bossent, mais de temps en temps, ils reçoivent des putes à leur bureau. Un gentleman, ça fait des années qu'il se comporte comme ça. Et la femme, elle le sait, mais elle casse pas les couilles parce qu'elle sait que le soir, le mec, il rentre du bureau, même si le bureau a des grandes guillemets, et il rentre à la maison, le mec, et puis il est là, et il fait son boulot, et il apporte de l'argent, et s'il y a un problème, il règle le problème, et ça, c'est un bon bonhomme. Mon raisonnement est indéboulonnable, et il est juste basé sur le fait d'observer la société, enfin les sociétés fonctionnelles. Croyez pas les gars que vous vivez dans une société fonctionnelle. Si vous êtes en France ou en Amérique du Nord, vous vivez dans une civilisation qui est au bord de l'effondrement, et généralement vous êtes affecté et vous êtes vous-même très impacté, et vous tournez pas très droit non plus. Mais bref, dans les sociétés qui tournent, ce que je décris là, c'est la norme. Un gentleman qui a une garçonnière. Ça, c'est pour les mecs aisés, évidemment. Et après, les pauvres, les esclaves et tout ça, on en a rien à foutre. Mais tu vois, dit comme ça fait. Il y en a qui vont penser que c'est un peu moyenâgeux. Et alors toi, est-ce que tu entends le discours ? Enfin, est-ce que tu entends ? Et qu'est-ce que tu dis au discours qui serait aujourd'hui, on est dans une société évoluée, l'homme, il n'est plus à ses besoins primaires, il devrait être capable de se contrôler. Et en fait, pourquoi une femme ne pourrait pas faire la même chose, etc. Enfin, toutes les questions qu'on entend beaucoup, tu vois, et qui sont parce que ce raisonnement que t'as, moi, quand je dis qu'il est pas. Excuse-moi, je suis obligé de t'interrompre. Mais oui, définissons. C'est quoi une société évoluée ? Donne-moi une société évoluée. Donne-moi un territoire, une nation que tu appelles société évoluée pour qu'on voit les références. Si tu veux, je parle pas au nom de moi. Je vais parler au nom de. Je fais l'avocat du diable. Tu vois, je veux dire, on est plus des barbares. C'est quoi pour eux une société évoluée ? On est plus des barbares. C'est la France ? Non mais, on est certes plus des barbares, mais si on parle de la France, par exemple, et que tu me dis la France est une société évoluée, non, vous n'êtes plus des barbares, oui, mais vous êtes devenus des lopettes. Toute société a un cycle de vie. Tu prends l'Empire romain, au début c'était des barbares, à un moment ils sont arrivés au sommet de leur civilisation et ils ont roulé sur le monde, et ils ont également créé de la technologie, de l'art, de plein de choses, tu vois, des concepts de société magnifiques, et puis il y a eu la décadence. Ils ont commencé à enculer des gamins, à confier leur sécurité à des outsiders, et à faire à peu près n'importe quoi, se bourrer la gueule dans des teufs 24/24. Là, ça n'a pas duré longtemps. En fait, à cet instant précis où ils étaient complètement décadents dans leur orgie, ils se croyaient, ce qui était une illusion, ils se croyaient au sommet de leur civilisation. Ils se croyaient être société évoluée. Tu viens de citer ce terme, tu as dit « oui, mais dans une société évoluée, nanana, on n'est plus des barbares ». Oui, c'est exactement ce que pensent tous les connards qui vivent dans des sociétés décadentes, qui ont complètement échoué, sont au bord de l'effondrement économique, au bord de la crise raciale ou de la guerre raciale. C'est des gens qui sont au bord, en fait, de se faire exploser, de se faire éviscérer avec un niveau de brutalité dont ils n'ont même pas idée.
Donc ces abrutis complètement aveugles, je me fous qu'ils pensent être dans une société évoluée. Ils ne le sont pas. Une société évoluée, c'est quoi? C'est la Russie, c'est Dubaï, c'est Singapour, peut-être le Japon un peu, ils sont un peu fous quand même. Mais t'as des sociétés évoluées en ce moment, des sociétés qui fonctionnent. L'Europe de l'Ouest, non. Décadent, au bord de la crise. Peut-être cet hiver, vous aurez pas à bouffer, les mecs. Généralement, votre bouffe, elle vient d'Ukraine. En ce moment, ils sont en guerre. Ils sont pas en train de produire les récoltes nécessaires à vous nourrir. Il y aura pas de blé. Aux États-Unis, ils ont des problèmes. Il y a plus de pétrole. Ils peuvent plus aller faire les courses. Ou c'est devenu très cher. Vous n'êtes pas des sociétés évoluées. Vous êtes des sociétés qui ont été évoluées. La France, dans les années 70, était au sommet du monde. Paris était peut-être la ville la plus évoluée du monde dans les années 70. Et c'est évidemment normal d'être nostalgique de ça. C'était magnifique. Ça a inspiré la terre entière. Paris, aujourd'hui, est un trou à merde dans lequel tu peux te faire planter pour rien, dans lequel ta meuf, jamais tu dois la laisser toute seule. Prends le RER B, la ligne 13 à Paris, et parle-moi de ta société évoluée. Vas-y, parle-moi. Est-ce que les femmes devraient aller voir des prostituées hommes de la même manière? Non, ça marche pas comme ça. Non, les femmes, elles devraient suivre leurs rêves, leur aspiration, et c'est quoi? C'est s'occuper de leur enfant, s'occuper du foyer, pendant que le mec vient et fait son boulot, c'est-à-dire sécurité absolue. C'est la base, la sécurité. Ça va gueuler, tu le sais que ça va gueuler. Non, mais les poufiasses qui t'écoutent, j'en ai rien à foutre, je les baisse pas. Les filles qui m'écoutaient, là, les françaises, ça fait 10 ans que je vous touche pas avec un bâton. Ce que vous pensez de moi, je m'en carre le cul. Je ne suis pas accessible, vous comprenez? Même avec des photos de nude dans mes messages privés de votre part, je vous bloquerai, je m'en fous. Bref, le foyer doit être safe, donc le mec, il protège ça. Même s'il doit se mettre en danger, il protège sa putain de baraque et il protège sa famille, sa femme et ses enfants. C'est la base. La deuxième option, elle est quand même nécessaire, c'est le confort. Ça veut dire le mec, il apporte du pognon. Il fait en sorte que sa femme, elle ait pas à bosser et que ses gamins, ils aient accès à une bonne éducation, à de la bonne nourriture et à un environnement qui soit agréable. Et ça coûte cher. Un environnement où tu te fais pas saucissonner, où tu te fais pas agresser dans la rue, et ouais, c'est cher. Donc c'est ça, quoi. Une femme, elle s'occupe du foyer, elle s'occupe d'elle-même. En fait, il faut qu'elle se ressource également, mais elle se ressource pas comme le mec. Je dis pas qu'une femme, c'est une esclave qui devrait être au foyer tout le temps. Non, elle prend ses cours de danse, elle va se faire les cheveux, les ongles, les machins. Elle va peut-être voir ses copines. Bon, tout ça, ça prend du temps et de l'argent. Oui, ben, elle le prend tous les jours. Là, mon épouse, tous les jours, elle a des activités pendant moins de 2 heures où elle va se faire plaisir, elle fait ses trucs à elle et je paye tout. Mais le reste du temps, tu sais de quoi elle s'occupe? Elle s'occupe de moi. Elle s'occupe de mon bien-être, de mon confort. Elle fait en sorte que je n'ai pas à me soucier de la vie. Que mon seul souci, ça soit le business. La seule question que j'ai dans la tête en me levant, c'est comment je vais faire du pognon aujourd'hui? Comment je vais sécuriser mon territoire aujourd'hui ou mon foyer? Et le reste, elle s'en occupe. Je veux pas savoir. Elle le gère bien. Elle gère mon personnel de maison. On a de la sécurité, on a une cuisinière, on a des assistantes. Bon, les femmes de ménage, enfin tout le bordel. D'ailleurs, je vais bientôt former mes gars à gérer leur personnel de maison. C'est important. C'est pas si évident. Faut savoir quoi leur faire faire. Faut donner des ordres. Mais c'est ça le boulot d'une femme, c'est de gérer le personnel de maison. Tu penses qu'elle devrait pas Et encore pas une bosser, fois, vous allez me dire non, mais bosser pour qui? Je pose des questions. C'est qui le boss? C'est moi le boss. Elle bosse pour moi et son boulot, c'est d'être une femme au foyer, de manager le personnel de maison et de s'occuper de mes enfants. Alors, il y a plusieurs choses. Il y en a qui vont dire oui, mais j'ai pas de personnel de maison. Oui, tu es pauvre, donc ton avis ne compte pas. On s'en bat les couilles. Ensuite, il y a tous les gens qui vont dire oui, mais la femme, elle devrait avoir ses propres trucs, son activité, son business et tout ça. Je l'ai dit. Si elle veut se ressourcer, se faire plaisir, elle être indépendante. Bon, non, elle n'est pas indépendante et je ne suis pas indépendant. Je dépends de ma femme. Si ma femme se barre, je fais comment avec les gosses? Je suis niqué. Ma femme se barre, je suis absolument niqué. Il faut pas. Donc il faut que je m'occupe bien d'elle. Si moi je me barre, pareil, elle est baisée. Elle fait comment? Elle est quand même habituée à son train de vie. Elle a pas à bosser. Elle est complètement libre de faire ce qu'elle aime. Et à savoir que c'est une femme que j'ai choisie sur mes critères. Attention, mes critères sont pas délirants. Je veux une femme qui soit une fée du logis et qui ait le souhait de transmettre tout ce qu'elle a appris dans la vie, de le transmettre avec amour à ses enfants. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas très marginal, hein. J'ai une femme qui s'occupe bien de sa famille.
Ouais, surprise. Je pense tous les mecs à peu près équilibrés, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Donc, des femmes comme ça existe. Surtout en Russie. En Europe de l'Ouest, je veux bien que ça soit compliqué à trouver, aux États-Unis encore plus. Bref, les femmes qui correspondent pas à ça, je les torture pas. Les femmes qui écoutent ton podcast qui sont pas d'accord avec moi, il y a aucun souci, les filles. Je ne vous parle pas. Éteignez le podcast, ça vous concerne pas. Mais je suis pas intéressé. C'est-à-dire que des femmes qui disent non, mais moi je veux faire carrière, je sais pas quoi, je veux travailler pour un boss, pour quelqu'un d'autre que le foyer. Ok, je suis pas en guerre, je veux pas les changer. Il y a pas de souci. Libre arbitre, elles font ce qu'elles veulent et de manière générale, pour qu'il y ait des gens dans la haute société ou qu'il y ait une hyperclasse, il faut quand même qu'il y ait une grosse chier d'esclaves. Je vais pas commencer à insulter les esclaves. J'ai besoin de leur énergie vitale. Ils sont à leur place, je suis à la mienne. Il y a une forme d'harmonie générale. Et je vais pas combattre ce truc-là, je suis pas fou. Et ça fait des millénaires que c'est comme ça, c'est tout. Après, les gens qui sont choqués, bon, ben très bien, ça fait le filtre. Les gens qui comprennent que déjà ce que je dis, c'est drôle parce que c'est vrai, et qu'ils ont le souhait d'apprendre, ils ont l'humilité de se dire, tiens, je vais aller vérifier je vais aller vérifier si le mec est legit. Est-ce qu'il vit vraiment comme il prétend vivre? Regarde, avec mon background là, on dirait que je suis dans une chambre de merde avec une webcam pourrie. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Peut-être que je suis un mytho. Peut-être que je fais 500 balles par mois, que je suis au RSA. Peut-être. Bon, bah, faites vos recherches, vous verrez. La vérité, c'est que j'ai une webcam de merde et que je fais... ma chambre, elle est dégueu parce que je suis dans un pays exotique et que ici, il y a personne qui est foutu de construire quelque chose de beau et de correct. Et tout ressemble à de la merde comme la chambre dans laquelle je suis. Ouais, je suis en voyage, je suis plus en Russie. Là, je suis en Asie et je suis pas tellement fasciné par la civilisation ou par les constructions. Ils font pas des bâtiments. Moi, ça me touche. J'aime les bâtiments. Je suis un fils de bâtisseur et j'ai besoin de voir des beaux bâtiments autour. La nature est jolie, mais le reste, c'est pas terrible. Alors c'est marrant. Bon, il y a du bon sens, il y a de la logique. Certains vont s'insurger, d'autres non. Bon, ça c'est pas mon problème, je m'en fous. Vérité absolue. C'est marrant parce que l'autre jour, je suis tombé. Alors, je sais pas si c'est par hasard. Je suis tombé sur une intervention de. Alors, c'est vieux. J'ai regardé. C'était il y a plus de 15 ans, quoi. De Alain Soral sur C'est mon choix. Alors, c'est déjà il y a un. Il y a un problème de raccord entre l'émission et l'invité. Alors, il y avait beaucoup de discours comme ça. Je sais qu'à un moment donné, t'étais un peu d'accord avec lui. Je sais pas s'il y a eu, vous étiez en désaccord sur une chose à un moment donné, puis vous êtes un peu éloigné. Je crois que c'est ça. Mais il y a beaucoup de, j'ai l'impression qu'il y a, que ça soit lui, que ça soit toi, que ça soit d'autres, etc. Il y a vraiment un sentiment de vouloir rétablir des choses, de vouloir revenir à des fondamentaux. Et il y a quand même une poussée opposée. Moi, c'est ce que je reproche au clan, entre guillemets, du progressisme, c'est d'avoir oublié d'où on venait, pourquoi on fait ça, pourquoi on se comporte comme ça, et quelle est, tu vois, une certaine forme de nature. Alors, dire la nature, c'est plus la nature, etc. Mais je trouve que quand on oppose trop, on oublie la nature, tu vois. Je sais pas à quel point tu as été en accord ou en désaccord avec lui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent sur cet aspect-là, tu vois, du rôle de l'homme et de la femme. Ta question était très mal formulée, mais je vais essayer de répondre intelligemment quand même. C'est gentil. Quand tu parles d'une opposition à la nature, moi je pense que tu parles d'une opposition à la réalité. Et c'était facile à dire parce que je parle depuis tout à l'heure de confrontation à la réalité. Mais en fait, c'est au-delà de la nature. C'est la réalité, tout simplement. Une réalité raciale, une réalité de genre, une réalité business, une réalité. Et on vit dans une société qui pousse l'individu à la décadence, et pour ça, donc la décadence, ça va être quoi? Ça va être notamment une perte d'efficacité, une faiblesse, une médiocrité. On encourage les individus à être faibles. Les meufs, on va leur dire vous pouvez vous bouffer n'importe comment, être des gros tas. Les mecs, on va leur dire vous n'êtes pas obligés d'être musclés, de savoir vous battre, vous n'êtes pas obligés de savoir faire de l'argent. Donc vous pouvez tous être faibles, en gros, pas avoir de puissance. Et pour les maintenir dans ce mensonge ou cette illusion, il faut surtout ne pas les confronter à la réalité. Parce que la réalité leur enseignerait l'exact opposé. Un mec qui fait face à la réalité et qui est faible, il se fait rétamer. C'est très difficile. Une nana qui essaye de faire face à la réalité et qui est moche, elle se fait ignorer. Personne ne la regarde. C'est très difficile. Donc, on maintient les gens dans un déni de réalité et c'est très bien orchestré. Ça s'appelle la tolérance, ça s'appelle le progressisme, c'est un déni de réalité. Cette réalité peut prendre différentes formes. 100% d'accord. Et généralement, les types comme Soral, les types comme moi, ou tous ces types qui aiment casser les tabous et ramener la réalité sur, tu vois, sous la lumière,
ben on va prendre ces tabous-là parce que c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire, c'est ce qui fait le plus réagir les gens. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, on en revient au narcissisme. C'est parce qu'on aime bien s'écouter parler et on aime bien avoir un peu d'audience. Donc, on va amener des sujets spectaculaires pour que les gens réagissent, qu'il y ait un peu d'émotion et qu'on se sente important. On se sent exister parce qu'on a stimulé les émotions de notre audience. C'est ça. Donc, c'est des petits trucs d'égo de merde, que ça soit pour Soral, pour moi et pour tous les autres. On est des petites merdes qui supplient l'écran en disant, s'il vous plaît, écoutez-moi, donnez-moi le sentiment d'exister parce que des fois j'ai un doute. C'est ça en fait. Et des fois, il y a un peu de self-awareness ou des fois il y a un peu d'amour. Donc des fois il va y avoir un peu de pédagogie. Il y a des moments où j'étais pédagogue et il y a des moments où j'étais un petit enculé qui venait juste gratter de l'attention en provoquant tout le monde. La plupart du temps en fait. Et Soral c'est pareil. La plupart du temps ça a été un petit enculé qui faisait de la provocation juste pour se sentir exister. C'est la vérité. Et ça veut pas dire que ce qu'il a dit ou ce que j'ai dit est faux. Mais je te parle de la motivation, on va dire des vérités que les gens sont pas prêts à entendre juste pour avoir un peu d'attention à un moment ou à un autre. Et par rapport à Soral, c'est marrant, hein, déjà, plus de 10 ans après que j'ai coupé tout contact avec lui, on me parle encore de ce mec comme s'il était un marqueur, tu sais, un marqueur d'infréquentabilité ou un marqueur de tabou, comme quoi il a bien fait son boulot de provocateur. Soral est un provocateur. C'est un homme de scène qui provoque en brisant des tabous. Il parle très bien. Donc il a très bien fait le taf. C'est un excellent orateur. Vraiment, il est très très fort pour parler. Après, ce qu'il dit, c'est autre chose. Quelque part, on s'en fout de ce qu'il dit. Donc oui, il y a des désaccords entre sa pensée et la mienne, voilà. Et humainement, on s'entend pas. Il souhaite envoyer des gars pour me frapper, tu vois, on en est là, quoi. Enfin, la dernière fois qu'il a parlé de moi, c'était pour publiquement demander à ses followers de me taper dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous étiez... Enfin, je connais pas toute l'histoire, mais au départ, vous étiez d'accord, vous étiez amis, non? Ou en tout cas en fréquentation? On n'était pas amis. Au départ, il en avait rien à foutre de moi. Au départ, Soral était très influent, très connu. Je te parle de ça il y a plus de 10 ans. Hein. Et moi, je l'écoutais. J'étais séduit par ses capacités d'orateur. J'étais aussi séduit par son discours, parce qu'il y avait un certain amour de la France. Et je trouvais ça bien senti, en fait. Ça me permettait de reconnecter avec mes racines. Donc j'ai aimé le discours patriotique. Donc au début, j'ai adhéré à tout ça. C'était très intéressant, très formateur. Donc je dois quelque chose à Soral, faut être honnête. Et on est beaucoup de mecs sur YouTube à devoir quelque chose à Soral parce qu'il nous a développé l'esprit critique, la capacité à débattre. Et puis, en fait, humainement, le mec est infernal. C'est pas quelqu'un de généreux humainement, quoi. Et il a fini par péter la gueule d'un type qui aurait dû être son fils spirituel, qui était Conversano. Ah, oui, Conversano, c'est le type qui a un peu repris la dissidence française. Avant, c'était Soral. Et en fait, Soral, au lieu de léguer son travail avec amour à son fils spirituel, bah, au lieu de faire ça, il a invité dans un guet-apens, qui était un débat télévisé, et dans ce débat télévisé, au bout de 5 minutes, Soral traverse la pièce et fout des gros coups de poing dans la gueule de Daniel. C'est ça, c'est le même. Là, j'ai rien. Ouais, moi j'ai rien contre. Je suis un boxeur, je suis à l'aise avec ça. Se taper dessus, ouais, mais en fait c'est pas comme ça. C'est un viol en fait quand tu frappes un mec qui n'est pas prêt à ça. Et surtout quand t'organises le truc différemment. T'organises un débat, il y a des micros et tout, des caméras. Ouais, c'est un débat à l'oral. Et si là, en fait, tu traverses la pièce pour aller foutre des coups de poing à l'autre, c'est une attaque par surprise, c'est un truc de fils de pute absolu. T'attaques pas les gens comme ça. Tu proposes noblement, dignement un duel d'homme à homme, le mec en face, il accepte, il refuse. S'il accepte, yes, ok, vous avez tous les deux accepté un fight. Il y a des conditions, il y a un jour, une heure, mais même à l'école, tu le sais ça. À l'école, tu veux te battre avec un mec, tu veux faire ça dignement, tu dis ok, à 16h, à la sortie, tu viens. Et le mec, il vient, seul, à l'heure que t'as dit, vous vous fightez, et c'est réglé, tu vois. Mais attaquer de dos, attaquer par surprise, attaquer un mec qui ne veut pas se battre, tout ça, c'est l'équivalent d'un viol en fait. Et quand Soral a fait ça, pour moi, il a passé une limite. Alors déjà, j'étais pas à l'aise avec son discours de manière générale. C'est un type qui prenait la réconciliation avec l'islam. Moi, non, pas du tout. Moi, je pense que la France est perdue, ça sera bientôt un califat, et du coup, j'ai fui le territoire parce que je pense que la population française a un désir ardent d'être des dhimmis, c'est-à-dire de se soumettre complètement aux musulmans. Et moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis pas soumis aux musulmans. Je trouve ça assez sain que les musulmans veuillent conquérir le monde. Je comprends.
Je pense que n'importe quel homme sain d'esprit et avec une bonne santé voudrait faire ce que les musulmans font, c'est-à-dire conquérir du territoire. Je leur jette pas la pierre. En face d'eux, ils ont des victimes qui veulent se soumettre, ils y vont, ils conquisent. Ouais, cool, enfin cool pour eux. Moi, je suis dégoûté, j'ai perdu mon territoire, mais j'en veux, même pas aux muses, j'en veux à mes compatriotes qui ont un désir de soumission. C'est lié à la société décadente. Dans une société en bonne santé, tu prends la Russie. La Russie, par exemple, c'est interdit là-bas de faire des mosquées. Enfin, c'est réglementé. T'as une mosquée par capitale, voilà, c'est tout. T'as certes des musulmans, mais ils peuvent pas amener leurs pratiques, ils peuvent pas avoir une attitude de conquête. Parce que la Russie, elle verrouille le truc. Et ça se passe bien. Parce que les musulmans le respectent. En fait, ils viennent tester, ils viennent conquérir. Ils voient une résistance, ils sont en mode, ok, on peut vivre avec vous en harmonie? Oui, bon, d'accord. Et ça se passe. Il y a plein de pays comme ça. En France, non, ils voient, on peut conquérir? Oui, ah bah, ils y vont. Ils y vont pour la conquête. Et je veux pas vivre cette merde. Je veux pas vivre le califat français, le franquistan. C'est ce qui vous pend au nez, une sorte d'empire musulman communiste. C'est tout ce que je déteste. Je ne veux pas respirer cet air infect. Donc je me suis cassé il y a longtemps. Et Soral, lui, il est dans ce délire. Lui, il est pour faire la paix avec les musulmans, pour se soumettre en fait. Il encourage les siens à se soumettre aux musulmans. Donc effectivement, je suis en désaccord profond avec Soral. Et au-delà de ça, quand il avait tapé sur Daniel Conversano, il s'attendait à ce que je le soutienne. Et attention, j'ai même pas pris part dans l'histoire, parce que j'en voulais un peu à Daniel aussi de pas avoir écouté mes conseils. Je lui avais dit de s'entraîner à la boxe, parce que c'est un mec qui fait pas de sport. Physiquement, il a la ramasse. J'ai dit, putain, entraîne-toi à la boxe, quoi, sois un homme. Et ça rate pas, quoi. 1 an plus tard, il se fait éclater par Soral. Et j'étais là, eh ben, si tu t'étais entraîné à la boxe, t'aurais peut-être eu une garde, t'aurais peut-être pu lui en remettre un. Il était un peu combatif, tu vois, il a pas quitté le débat. Il est resté comme un homme. Il est pas parti en chialant. Il a maintenu sa position, Daniel, et il continuait de parler de plus belle. Mais, idéalement, s'il avait su se battre, bah, il aurait peut-être pu bloquer un coup et en remettre un. Et toute sa vie, il se serait remémoré ce moment avec plaisir. Donc, j'en voulais un peu, Daniel, de pas m'avoir écouté sur mon petit conseil. C'était un bon conseil, et je vous le donne à tous. Si vous faites pas de la boxe, mettez-vous à la boxe, boxe taille, boxe classique, ce que vous voulez, mais un truc réaliste, efficace. Et donc, Soral, ce qui me reprochait, c'était de pas avoir pris spontanément parti pour lui, pour soutenir son agression. Je suis en mode non, excuse-moi, je suis un mec civilisé, moi j'agresse pas les gens, je tends pas des pièges, je fais pas des guet-apens, j'ai jamais fait ça de ma vie, je le ferai jamais, je suis pas un horrible fils de pute, parce que c'est de la fils de puterie de faire ça. T'attaques pas les gens comme ça. Je sais que je parle en étant un peu excité, on va se dire ouais c'est quoi ce mec? Non mais en vrai je suis un mec très correct. J'agresse pas les gens. J'ai pas un passif d'agresseur, jamais. Et Soral qui fait un truc comme ça, bah, je le condamne. Alors c'est passé, ça fait il y a longtemps et tout, donc on s'en fout, c'est plus un sujet. Mais à l'époque, j'ai pas du tout soutenu. Tu vois, j'ai pris mes distances à mort. J'étais là, ouais, t'es un fou, toi. Et ça lui a pas plu. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a menacé en public, même pas directement. Il a encouragé les gens à me retrouver, à me péter la gueule. Ce qui valide ce que je pense de lui, quoi. Que c'est un fils de pute. Pareil, j'ai jamais appelé qui que ce soit à frapper quelqu'un que j'aime pas. Et je menace pas les gens. S'il y a quelqu'un que j'aime pas, je prends mes distances avec, et c'est tout, quoi. Rien d'autre à faire. Si vraiment quelqu'un a pris quelque chose qui t'appartient, oui, bah tu t'organises et tu récupères ce qui t'est dû. Mais c'est tout. Si c'est juste un désaccord, ciao, au revoir, on s'ignore, j'ai autre chose à foutre. Et n'importe quel mec, d'ailleurs, à peu près équilibré dans cette dynamique. Quand il y a quelqu'un que t'aimes pas, t'ignores. C'est absolument tout. Okay. Si quelqu'un vient te mettre en danger, ah ouais, là tu réagis et tu tapes. Ou tu déploies le maximum de tes capacités pour neutraliser l'agresseur. Ouais. Ou le potentiel agresseur. Mais c'est tout. Pas à agresser les gens. Ok, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on avait parlé de la boxe, un peu de ton activité d'activité sportive la dernière fois. Est-ce que ça a évolué? Je sais qu'à un moment donné, tu avais eu un souci, on voulait venir te chercher. C'est pour la raison pour laquelle tu t'entraînais. Est-ce que, je sais pas, t'as déjà eu des problèmes dans la rue? T'as dû te défendre avec la boxe? Est-ce que toi-même t'as été agressé physiquement, justement? Non, la première histoire à laquelle tu fais référence, c'est pourquoi j'ai commencé la boxe. En fait, j'ai eu une nouvelle copine qui était une stripteaseuse, et son mec était c'est un espèce de taré, mais qui était très grand, donc il avait confiance en lui physiquement, un mec qui faisait genre 1m95, et qui s'était fait virer de l'armée russe pour avoir agressé des camarades à coups de louche. Il avait pris une grosse louche à soupe,
Et il avait éclaté quelques crânes avec sa louche. Donc le mec, potentiellement dangereux quand même. Et ce type-là, qui lui-même avait quitté sa meuf, moi je me retrouvais avec sa meuf, après c'était cool, a changé d'avis. Il était en mode, non, mais du coup, je veux qu'elle revienne, et toi je vais t'éclater. Ce qui est pas très fair, tu vois, c'est pas très juste. Et il savait où j'habitais, parce que c'est un type que j'avais fréquenté avant et avec qui j'étais pote. Mais je savais pas qu'il était fou à l'époque. Et du coup, j'avais deux solutions. C'est soit je me casse, je change d'adresse, soit je fais face. Et le truc, c'est que j'aimais beaucoup l'appartement dans lequel j'étais. Donc, j'ai décidé d'aller dans un club de boxe, ce qui est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, au point que quelques mois plus tard, j'étais même pas en train de me dire, si jamais je recroise ce mec, c'est bon, je vais avoir telle stratégie, je vais l'éclater. Non, non, je me disais, putain, si je le recroise, il va être très surpris parce que je vais le prendre dans mes bras et je vais le remercier. Parce que grâce à lui, j'ai commencé la boxe, je suis tellement content. Il aurait été surpris d'ailleurs, hein, qu'il me croise, il aurait fait peut-être sa tête d'énervé, et moi je l'aurais chopé directement, tu vois, en close combat, mais pour lui faire un câlin et lui dire putain merci mec, franchement merci. Après s'il m'avait mis un coup ou quoi, bon bah là tu vois, je me serais organisé, on se serait battu. Et en vrai, quand tu fais de la boxe, même si t'es face à un mec qui est beaucoup plus gros que toi, si le gars a pas de technique, ça sera compliqué pour lui. Bon, tu continues à fond. Et comment tu t'entraînes alors? Ça représente quoi dans la semaine? 2, 3 fois par semaine, on va dire. Ouais. 2 fois, ça va être vraiment en salle de boxe avec un coach, et puis une fois, ça va être moi tout seul, en shadowboxing, ce genre de truc. Et puis après, j'ai aussi 2, 3 séances de gym par semaine, et j'ai d'autres petites activités. Des fois, je vais faire du snowboard, je vais faire du surf, et je me suis mis à faire un truc que je trouve pas mal du tout, c'est la marche. Avant, je faisais du cardio en courant. Ben maintenant, je marche sur tapis avec une inclinaison. C'est pas Ouais. mal du tout parce que c'est pas traumatique. Et tu fais ton cardio, en fait, ça permet de rester sec. Et je suis quand même pas mal sec. Pour un mec de 37 ans, je suis bien taillé. Et la marche, c'est bien, en fait. C'est vachement bien. T'écoutes des podcasts comme ça? Pardon? T'écoutes des podcasts comme ça pendant que tu marches? Ou même pas? Ouais. J'écoute des trucs. J'écoute DP ou des trucs business. Justement, qu'est-ce que t'écoutes? C'est quoi je sais pas, des chaînes YouTube, les contenus que t'aimes bien consulter? Je suis curieux. Hmm, Je sais pas si t'en as déjà parlé. non, pas trop. Je vais écouter pas mal de contenu crypto pour me former, pour m'éduquer, pour savoir un peu ce qui se passe. Je vais écouter des Américains, soit des divertisseurs américains, soit Andrew Tate, j'écoute pas mal. Il est très intéressant parce qu'il il est super bon orateur, il a beaucoup de succès dans ce qu'il fait. Il y en a peut-être qui voient qui c'est Andrew Tate. C'est un type qui s'est fait connaître sur YouTube en étant pimp. Donc, c'est-à-dire, il faisait tapiner des meufs sur OnlyFans. Ce qui est pas très loin de ce que j'ai fait. Tu vois, moi, j'ai fait du porno. Lui, c'était des webcam girls ou des meufs sur OnlyFans. Et à côté de ça, il fait aussi des sports de combat, mais il est vachement plus sérieux que moi. Lui, il a été champion du monde en boxe américaine. Et c'est aussi un businessman, et pareil, beaucoup plus sérieux que moi. Lui, c'est en centaines de millions de dollars aujourd'hui. Ok. Moi, j'en suis pas du tout à ce niveau-là encore. Donc ouais, Andrew Tate, bonne inspiration. On n'est pas d'accord sur plein de trucs, mais rien à foutre, tu vois. Ce qui compte, c'est à quel point il a été successful dans ce qu'il a tenté. Et tous les trucs qu'il a fait, et il y en a certains que j'ai fait aussi, il a eu plus de succès que moi. Donc je vais pas ouvrir ma gueule en mode ah gna gna, je suis pas d'accord avec la virgule de telle ligne. Non, il est meilleur que moi. Et Humble. qu'est-ce qui t'anime toi aujourd'hui? Alors, si t'as arrêté la communauté, que ta secte, comme tu dis, euh, qui a une espèce de décadence pour toi européenne, enfin en tout cas euh, occidentale, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi que t'as envie de faire? Du fric. L'argent m'anime, clairement. Et j'aime la dopamine que tu reçois quand t'as des grosses sommes qui tombent, ou alors des sommes correctes qui tombent tous les jours. C'est vraiment, l'argent fait le bonheur, putain, j'adore ça. J'adore recevoir de l'argent, j'adore dépenser du fric. Foutre des liasses de billets dans les mains d'une pute, c'est vraiment quelque chose qui m'anime également. Quoi d'autre? Bon, il y a le vrai sujet, c'est la famille. Donc, construire ma famille. Là, c'est construire ma relation avec mon épouse, préparer le terrain pour fonder une famille, voir comment on peut rapprocher ses parents, les faire venir pour que sa mère serve de nounou et tout ça. Construire une famille, ouais, ça m'anime à fond. Construire ma communauté locale, construire ma puissance locale pour que où que je sois, en fait, je sois connecté et j'ai accès à tout. Parce qu'il faut que les gens comprennent, il y a différents niveaux de vie, hein. Il y a la vie pour les esclaves et il y a la vie pour les autres, pour les hommes libres. Les hommes libres, à moins qu'ils agressent des gens ou qu'ils fassent n'importe quoi, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Il suffit pas d'avoir de l'argent.
Il faut aussi avoir des connexions. Mais quand tu es connecté avec du fric et que tes désirs sont pas délirants, et ce que j'appelle un désir non délirant, c'est, je répète, c'est tu vas pas commencer à rouler en bagnole et écraser des gens. Tu vas pas commencer à faire le pédophile, tu vas pas commencer à faire des trucs où effectivement la société, il faut qu'elle te supprime. Non, non, non. Si tes délires, c'est juste de faire des trucs qui sont normalement un peu interdits, mais qui sont cool, genre aller faire du jet ski à un endroit où t'es pas censé avoir le droit de faire du jet ski, ou voler en hélicoptère à un endroit où t'es pas censé avoir le... Tu vois, des trucs comme ça, qui sont un peu borderline, mais en fait, tu casses les couilles à personne, tu mets en danger personne. Tous ces trucs-là qui font que la vie prend une intensité incroyable, ou marcher en groupe avec des gens qui sont vraiment solides et intouchables, des gens, des hommes, aller dans des établissements ou dans des clubs qui sont pas ouverts à tout le monde et où tu as un niveau de service, un niveau de confort, un niveau de networking exceptionnel, tout ça, ça veut dire vivre la vie à très haute intensité. Et je trouve ça exquis. Donc ça m'anime. Construire ma famille et vivre ma vie de manière exceptionnelle. Et tu vois, quand tu avais DBL, donc DBL c'est fermé, hein, on est d'accord. Ouais. Quand tu avais DBL, je me souviens, tu disais, je trouvais ça intéressant parce que tu as toujours été passionné et enthousiaste dans ce que tu proposais. Que toi, le malaise qu'il y avait notamment en France, et le problème de décadence, t'essayais de t'offrir une solution pour les mecs qui voulaient se trouver une vraie identité, des mecs qui voulaient se trouver un business, qui voulaient se trouver une activité, en tout cas un but, et le poursuivre. Et la critique, entre guillemets, que tu faisais par exemple à tous ceux qui dénonçaient ce qui semble pour toi injuste en France, enfin en tout cas problématique, je pense à un mec comme Papacito, je pense à d'autres mecs comme ça qui faisaient des constats, très bien parfois. Tu leur disais, mais le problème c'est que vous faites des constats, mais derrière il y a rien. Et toi tu proposais quelque chose. Et maintenant que tu as arrêté, comment tu le vis en fait? Est-ce que tu as l'impression que finalement il n'y a pas de solution? Finalement tu arrêtes de faire tu continues à faire ces constats, mais tu proposes plus de solutions? Comment tu vois, est-ce que tu penses que tu te positionnes maintenant dans la même position qu'eux? Pas du tout, parce que eux sont des merdes et que moi je suis un mec qui a réussi. Donc au moins je propose la pédagogie par l'exemplarité. Quand je dis que ce sont des merdes, c'est que pour la plupart, ils mènent une vie d'esclaves. Ils sont pauvres. Déjà, tu peux pas respecter un mec qui est pauvre. C'est la base. Le vecteur d'énergie le plus facile à obtenir, c'est l'argent. Si t'as pas ça, en tant que mec, c'est que t'as vraiment rien compris et que t'es un putain de loser. Donc ces types-là, c'est tragique parce qu'ils ont compris ce qu'elle est pas. Et ils sont très forts pour l'exprimer. Donc ils arrivent, ils te font des exposés à longueur de vidéo pour te dire la France part en couille pour telle et telle raison. Et ils ont raison. C'est-à-dire que t'écoutes leur exposé, t'es là, 20 sur 20, mon petit Jean-Charles. Tiens, bonne note, t'as bien compris, ouais. Et du coup, il y a deux questions. C'est la première, tu proposes quoi? Effectivement, je propose plus rien, j'en ai plus rien à foutre, crevez tous. Deuxième question, t'as fait quoi pour toi? Alors, moi, il se trouve que j'ai proposé quelque chose. Maintenant, c'est bon, tu vois, je vais pas passer ma life à torcher le cul de petits cons. Je vais aller torcher le cul de mes enfants à moi. C'est un peu cohérent, je trouve. J'ai une famille à gérer, je vais m'en occuper. J'ai plus le temps d'aller gérer les gamins français. Et honnêtement, ils étaient d'une qualité inférieure à ce que je croyais aussi. Je m'attendais à trouver de la meilleure qualité humaine. C'est comme ça, bon voilà. Les mecs qui étaient bien dans DBL, je suis resté en contact avec eux. Hein. Je les ai pas rejetés, mais c'était une minorité. Et je vis toujours en communauté. Mais c'est les communautés locales que j'ai autour de moi. Parce qu'il y a que des locaux qui ont la puissance locale. Ça sert à rien de fréquenter les autres. Ça va me tirer vers le bas. Je suis en quête de puissance. Et tout le monde va dire, ah, c'est un égoïste, nanana. Mais non, c'est les faibles qui pensent comme ça. Un homme qui est sain d'esprit se dit, bah oui, il est en quête de puissance, c'est normal. Tout comme j'ai beau en vouloir aux musulmans d'avoir pris mon territoire, à la fin de la journée, je les comprends, ils sont en quête de puissance, c'est logique. À leur place, je ferai pareil. Je suis obligé de le dire, c'est l'honnêteté. Bon bref, les Papacitos et tout ça, en plus d'avoir rien proposé pendant toutes ces années, ils ont quasiment rien fait pour eux-mêmes. Au-delà de ça, ils se sont coincés. Par exemple, juste pour être en opposition avec moi, tandis que moi, je prônais l'expatriation, eux, ils disaient non, il faut rester en France parce que on fait de la résistance en France. Non. Personne ne fait de la résistance en France. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de résistance française aujourd'hui. Zéro. Il n'y en a aucune. Si, moi, quelque part, j'en ai fait. Et j'ai pu le faire parce que j'étais à l'étranger, et stratégiquement, cette protection me permettait d'avoir le discours que j'avais, l'influence que j'ai. Moi, j'ai fait expatrier des businessmen.
Donc j'ai pris des mecs actifs, des cerveaux, des types qui génèrent du fric, et je les fais sortir du territoire. Donc ces types-là, au lieu de payer des impôts en France et de soutenir ce système qui détruit les Français, eh ben ils sont partis ailleurs offrir leur force de travail à d'autres pays. Donc quelque part, oui, j'ai créé une résistance pour le peuple français à mon niveau. Ça c'est petit, donc je me considère pas comme un résistant, mais à mon petit niveau, j'ai fait un petit truc. Eux non, ils ont pas fait ça, et surtout, ils ont rien fait pour eux. C'est-à-dire, ils se sont pas expatriés juste par ego parce qu'ils étaient en opposition avec moi en disant on fait la résistance, bon, ils se mentaient à eux-mêmes, et ils ont fini par le faire, genre tard. Ça faisait des années qu'ils comprenaient qu'il fallait s'expatrier, mais ils osaient pas trop le faire parce que ça entrait en dissonance avec leur discours de merde. Et donc finalement, que ce soit Papacito ou les autres, ils se sont tous quasiment cassés de France, pour de vrai, hein. Alors je les déteste pas tous, je les déteste même pas, je les méprise, c'est pas pareil. Valek, c'est peut-être celui que je méprise le moins parce qu'on discute en privé et que en fait, il est sympa. Voilà. Mais quand même, Valek, c'est un gamin, il pourrait faire beaucoup plus que ce qu'il fait. Il aurait pu faire beaucoup plus que ce qu'il a fait également. C'est pas terrible. C'est un mec qui a du talent. Il fait des vidéos qui sont beaucoup vues, c'est pas pour rien. Il a beaucoup de talent. Il aurait pu exploiter ce talent au moins pour devenir riche. Au minimum, quoi. C'est même pas le cas. Valek n'est pas riche. Papacito n'est pas riche. L'autre, là, comment il s'appelle? Raptor, il est pas riche. Bruno le Salé, encore moins. Ils sont tous pauvres. Pourquoi? Mais c'est quoi leur délire de victime, de loser? Pourquoi ces mecs-là sont pauvres? Et encore une fois, je veux pas entendre le moindre discours de merde, genre, ouais, mais l'argent, c'est pas tout dans la vie. Les gens qui pensent comme ça se sont fait matrixer le cerveau par des entités ou des individus beaucoup plus riches que vous, qui vous encourage à être satisfait dans votre vie de pouilleux. Mais très bien, restez dans votre vie de pouilleux, ça me va, je m'en fous. Allez, dernier truc, ton avis sur le féminisme, histoire de remettre un peu de l'huile sur le feu. Sur tout ce que... Alors, je sais pas si t'es déconnecté ou pas, mais alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, mais qu'est-ce que t'en penses de ce lissage homme-femme? Mais pareil, c'est un faux débat. Ça, c'est pour des trous du cul, genre les mecs qu'on vient de citer. Eux, ça les intéresse de parler de féminisme, parce qu'ils ont 10 ans de retard intellectuellement. J'en ai rien à foutre. Quand t'es riche et intelligent, et que tu vis dans les bons pays, le féminisme n'existe pas. Et tu deviens ce mec qui peut baiser toutes les meufs. Parce que c'est ça, hein. Je veux dire, même les teubés, ils sont au courant que 80% des mecs n'ont pas accès au sexe, et les 20% des gars qui baisent, eh ben, ils baisent 99% des meufs. C'est comme ça. Et le top 1% baise absolument ce qu'il veut, quand il veut. En gros, mon activité sexuelle, à moi, elle n'est corrélée qu'à l'usure de la peau de ma bite. C'est-à-dire, quand la peau de ma bite fait mal, eh ben, je vais pas baiser le lendemain. C'est tout. C'est la seule chose qui va limiter mon activité sexuelle. Du coup, le féminisme, c'est quoi? C'est un sujet pour des esclaves, pour des pauvres, qui sont encore dans des pays de merde, dans lesquels ils ont pas le choix, ils interagissent avec ce type de femmes. Ou même avec des hommes qui soutiennent l'idée du féminisme. Bon, bah ces gens-là, je me fous complètement de ce qu'ils pensent et je vais pas débattre de si c'est bien ou si c'est mal. Est-ce que j'ai le pouvoir d'aller dans ces sociétés décadentes et de changer les choses? De dire, bon, je prends le contrôle des médias, des établissements scolaires, de la pensée de tout le monde et je vais vous dire maintenant comment il faut être. En fait, je vais vous confronter à la réalité et on va revenir à une conscience sexuelle, à comprendre qu'il y a des femmes, il y a des hommes et c'est pas pareil. Il y a des différences. Bon, non, j'ai pas ce pouvoir. Du coup, n'ayant pas ce pouvoir, je vais pas m'attaquer à ce business. C'est pas mon taf. Rien à foutre. Les gens qui croient que le féminisme c'est une bonne chose et tout ça, qui tolèrent en fait de vivre dans des environnements féministes, qui tolèrent de parler à des femmes féministes, oui, mais peut-être qu'ils aiment manger au McDonald's, jouer avec leur caca, ils font ce qu'ils veulent dans la vie, ces gens-là. Ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est pas mon cas du tout. Quand t'es un mec sensé et que t'as le choix, que t'es un homme libre, en fait, la question se pose plus. Tout comme la question de vivre dans des endroits dangereux se pose plus. La question des racailles et tout ça, ça se pose pas. Dans des endroits qui sont chers, il n'y a pas de racailles, il n'y a pas de féministes, il n'y a pas toutes ces conneries. Donc il n'y a pas de masque non plus. Hein, tu remarqueras. Alors, moi, ce que je te propose, c'est d'essayer de finir sur une note, non pas que c'est négatif, mais un petit peu plus espoir pour ceux qui écoutent. Tout à l'heure, quand tu m'as dit le problème des narcissiques, c'est que quand ils se confrontent à la réalité, ils prennent une gifle.
parce qu'ils se pensent géniaux et puis finalement ils le sont pas et la vie leur montre. Et j'ai envie de parler ou de te demander comment font tous ceux qui ne sont pas narcissiques et qui sont persuadés de n'avoir rien. Ils ne savent pas quoi faire dans leur vie, ils ne savent pas quoi faire de leur vie, ils n'ont pas l'impression d'avoir un talent particulier, ils sont un peu perdus, tu vois. Comment tu les aiguilles à être plus productifs, à se trouver une voie, à se trouver ceci. Alors maintenant que des belles expliques, tu vois, si tu t'adresses à quelqu'un là qui finalement il sait pas trop quoi faire, ou même peut-être qui est dans la trentaine, tu vois, et qui fait une espèce de crise de la trentaine en se disant est-ce que je dois vraiment faire ça, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de quelque chose. Alors déjà, de base, je dirais, j'en ai rien à foutre, crève. Je te connais pas, tu ne m'intéresses pas. C'est ce que j'ai envie de dire à chaque personne qui écoute le podcast aujourd'hui. Et c'est honnête. Vous savez, ça choque peut-être des gens. Mais en Russie, c'est la culture. Quand tu te balades en Russie, personne ne te sourit. Personne. Ouais. Parce qu'ils te connaissent pas. Et quand quelqu'un te sourit en Russie, c'est très bizarre, c'est suspect. Et là, moi qui suis en Asie, et je vois tous ces enculés sourire à longueur de temps, je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent me la mettre à l'envers ou quoi? Et en vérité, oui, leur sourire est hypocrite. Ils veulent me vendre un truc ou je sais pas quoi. Non, non. Je viens de faire preuve d'honnêteté, les gars. Toi qui écoutes le podcast, sois sincère. Je te connais pas, c'est la vérité. Donc si je commençais à arriver plein d'amour en disant mon frère, je vais t'aider, c'est important pour moi, qu'est-ce que je serais en train de faire en fait? Je serais en train d'essayer de te vendre ma cam. Et là je viens, comme un Russe, sans sourire, sans politesse, à dire que je te connais pas et je m'en bats les couilles de ta life. Eh ben, aussi brutal que ça paraisse, c'est profondément honnête et je t'invite à y réfléchir 2 secondes et à l'apprécier parce qu'on vit dans un monde médiatique où l'honnêteté se fait extrêmement rare. Pense-y 2 secondes. Ceci étant dit, si t'es pas un énorme fils de pute, toi qui m'écoutes, si tu peux contribuer positivement à la société, c'est positif. Moi, j'aime ça, la société. Ça me passionne. Je suis un passionné de civilisation. J'ai le souhait de vivre dans une belle civilisation et de participer positivement à cette civilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une belle architecture et des familles avec un comportement fonctionnel. Comportement fonctionnel, c'est de l'amour et du respect. C'est ça, hein, mon rêve. Donc tous ceux qui me prennent pour un taré, voilà mon rêve humide. Des villes bien construites, des familles bien structurées qui s'aiment et qui se parlent correctement. Voilà, la folie furieuse dans mon esprit. Hein. C'est délirant. Hein. Bon, donc, si tu partages un peu mon souhait, on est dans la même équipe quelque part. Si tu veux participer à ça, si tu veux en être, si toi aussi tu veux vivre dans une bonne civilisation, et que t'es pas narcissique, que au contraire tu te prends pour une merde, t'as pas confiance en toi, ton remède, ta solution, ton espoir, c'est le même que pour un narcissique. Et c'est quoi? C'est de l'amour et du travail. Mais ça suffit pas, il faut un peu de conscience aussi. Et c'est toujours ça. C'est toujours ça. Les mecs qui s'en sortent, les mecs qui deviennent libres à un moment ou à un autre, c'est les types qui fournissent beaucoup de travail. Mais pour que ce travail il soit constant, il faut un peu d'amour, quoi. Il faut quand même que t'aimes ce que tu fais. Et pour que ce travail soit efficace, tu vas pas mouliner dans le vide. Il faut que tu sois conscient. Sinon, ton travail, il sera pas efficace. C'est logique. Donc, c'est toujours la même chose. C'est de l'amour, du travail, de la conscience. Tu travailles toujours avec Touget? Ouais. Très, très bon partenaire, cet homme. Okay. C'est un mec extrêmement loyal. Il ressemble aux Russes, en fait. C'est un type qui a l'air rugueux, désagréable, qui insulte, qui est socialement antipathique. Mais c'est une façade. Quand tu passes cette façade, c'est le plus loyal des amis, c'est le plus juste des hommes. Il y a 2 ans, tu m'expliquais ce que tu faisais un peu pour toi, ta santé physique, psychologique aussi. Tu avais l'exercice de sextao, tu avais des exercices de méditation, tout ça. Est-ce que tu continues à pratiquer? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais qui sont spécifiques? Alors déjà, tu es un menteur. Dans ta dernière question, tu m'as vendu l'espoir que je pourrais aller bouffer, qu'on avait terminé et que c'est bon, quoi. Je pouvais passer à la suite. Non, mais moi, j'ai pas menti. J'ai pas menti. Tu me poses une nouvelle question, tu m'avais promis que c'était fini. Mais tu me l'as promis, l'auditeur m'en était témoin. Il écrit. Bon, je vais quand même te répondre, mais après je me casse. Okay. Vas-y, dis-moi, je suis curieux, j'ai envie de savoir. Dernière question. Ah oui. Okay. Non, mais je tolère cette fois-ci. Après, il y aura une toute dernière question, mais qui se répondra en un seul titre. Oh,
Ok, d'accord. Bah attends, Putain, comment t'as vendu faut ça? bien que Non, j'essaie mais de te capter un là, peu. je, je concède parce que t'as été habile. Merci. Au niveau du sextao, c'est une pratique que j'ai jamais arrêtée, que j'ai fait évoluer, que c'est sans doute la pratique la plus précieuse que je maîtrise. Pour ceux qui savent pas, le sextao, c'est quoi? C'est une des nombreuses méthodes pour travailler sur son système nerveux. Tous les gens se disent, OK, je travaille avec mon esprit comme ça, avec des bouquins en apprenant, je travaille avec mes muscles en allant à la gym, à la boxe, tout ça, OK. Mais le système nerveux, personne n'y pense. Ben, c'est toutes les pratiques internes. La méditation, par exemple, tu travailles sur ton système nerveux. Et en vrai, dans la plupart des sports, bah, y a un vrai travail sur le système nerveux. Par exemple, si tu fais du powerlifting, tu sais, soulever des énormes poids très très lourds en une répétition d'un coup là, eh ben, tu travailles ton impulsion nerveuse. C'est-à-dire que le signal électrique qui part de ton cerveau pour aller créer une tension musculaire, ce signal, tu peux l'amplifier, il peut être plus puissant. Ça se travaille. Et en fait, ce signal, quand il est très puissant, tu vas développer plus de force. Bref, le sextao, c'est une méthode pour travailler sur son système nerveux. Le bénéfice, c'est quoi? C'est que tu apprends à réguler tes émotions et ton activité mentale. Donc pour les mecs, des fois qui ont des parasites mentaux ou des mecs, mais en fait tous les mecs, tous les humains, des fois perdent un peu leur focus ou ont des émotions qui stagnent, ce qui est toujours mauvais. En fait, si tu es vraiment en bonne santé, tu es sensible au reste du monde, tu chopes une mauvaise nouvelle, ça fait chier, tu chopes une bonne nouvelle, tu es content, mais il faut pas rester down, tu vois, tu chopes une mauvaise nouvelle, il faut pas rester déprimé 6 mois. Ça te fait mal, t'es pas content, tu gueules un coup, mais 30 secondes plus tard, idéalement, t'es de nouveau normal. Pareil, t'as une très bonne nouvelle, tu vas pas rester hystérique pendant 3 heures, parce que sinon derrière forcément tu vas être fatigué. Donc faut être stable, positif et de temps en temps avoir des impulsions basses ou hautes. Ça c'est le top, tu vois, au niveau nerveux, émotionnel. Et le sextao, c'est une méthode qui passe par la sexualité parce que c'est le plus facile de commencer sur la sexualité. En fait, c'est très facile de stimuler ces zones nerveuses génitales, c'est le plus sensible du corps. Tu vois, ouais, c'est ça, quoi. La zone du sexe, tu la touches, tu ressens quelque chose. Bon, l'idée, c'est pas juste de se tripoter. C'est tu tripotes un peu au début et après, tu fais remonter les sensations et tu les déplaces dans ton corps. Et c'est le début de l'apprentissage de devenir actif sur son système nerveux. Le sextao, c'est cette méthode que j'utilise énormément, qui m'a aidé à être plus productif. Les bénéfices très concrets, c'est par exemple, j'éjacule plus, très peu, mais j'ai toujours des orgasmes. Donc j'ai des orgasmes sans éjaculer. Ouais. Autre chose, plus d'énergie, meilleure gestion. Ou quand je suis dans des situations de conflit assez chauds, par exemple un interrogatoire, Contrôle. et j'en subis de temps en temps. Ah ouais? Je suis souvent interrogé par la police ou par des gens désagréables. Oui. Et lors d'un interrogatoire, tu es sous pression et tu perds ta capacité mentale. Il faut pas. Il faut répondre très précisément. Il faut rester maître de son esprit. Bah, le sextao m'aide beaucoup en interrogatoire, par exemple. Bon, il y a des situations extrêmes comme ça où le sextao est hyper utile. Parce que tu vas garder ton équilibre interne. Tu vas rester dominant, malgré le fait que la situation est oppressante. Et il y a plein de situations comme ça où tu deviens colérique ou alors tu es angoissé. Le sextao va rétablir en fait cet équilibre interne. Et j'ai une vidéo là-dessus sur gmcorda.com, sextao, c'est de loin ma meilleure formation. C'est pas la plus facile, il faut plusieurs mois de pratique avant de le sentir. C'est une méditation active, donc c'est un mélange de méditation, donc tu visualises, plus de contraction. Tu contractes le muscle du périnée, tu as une respiration spéciale. Mais le bénéfice est énorme au point que j'ai jamais arrêté. Et ça fait peut-être 20 ans que je pratique maintenant. La pratique évolue avec le temps, mais la pratique demeure. D'accord. Ouais, et tous les gens que je connais qui font du sextao, ils ont jamais arrêté. Une fois que tu commences à faire ça, en fait, c'est comme un type qui va à la gym et qui développe un physique assez athlétique. Il refuse de devenir une merde, en fait, de devenir un obèse. Si vraiment il a une bonne pratique, généralement, t'en reviens pas. Ou un mec qui est un peu smart, il refuse dans sa vie de redevenir un abruti. Vu comme ça, bon. Cette fois-ci, je te promets que c'est la dernière question. Est-ce que tu as un bouquin que tu as lu récemment, que tu as envie de recommander, que tu as envie de mentionner? Je lis très très peu en ce moment, mais c'est parce que je suis en déplacement. Du coup, j'ai zéro bouquin avec moi, j'ai pas de matos. Je suis en train de réfléchir. Ou un truc que tu as lu dans les 5 dernières années, qui t'a marqué. Le bouquin 1984 m'a beaucoup marqué. Je le trouve tellement juste. C'est spectaculaire de voir à quel point le type a été visionnaire. Tout est parfait, quoi. Il avait tout capté.
Donc 1984. Et pourquoi il avait tout capté? C'est parce que au final, il a capté la nature humaine. Ce bouquin est une remise en question de la société, en fait. Et il a bien compris ce que c'était une société qui partait en couille. Là, c'est un mix entre décadence et tyrannie. Ce qui est drôle, c'est que les gens qui détestent les nazis, par exemple, vont considérer que ce bouquin, c'est presque une utopie nazie, alors que pas du tout. Les gens qui détestent les gauchistes vont dire ça, c'est une utopie gauchiste, parce que le bouquin décrit une société horrible, c'est l'enfer. Mais cet enfer, c'est pas le communisme, c'est pas le nazisme, non, c'est juste la société, c'est juste des humains qui vivent ensemble, et à terme, quand ça se met à vraiment partir en couille, il y a un moment où ça ressemble au bouquin, et ce moment-là est assez proche de ce dans quoi on vit en ce moment. Okay. Donc si t'as pas lu 1984, tu l'as lu toi? Ouais, je l'ai lu, il y a quoi, il y a entre 5 et 10 ans, justement, j'ai trouvé ça pas mal. Mais peut-être pas avec le recul d'aujourd'hui, mais il faudrait peut-être que je le relise. Ouais. C'est choquant en fait. C'est vraiment choquant comme tout est vrai. Tu peux faire des parallèles avec tout ce qu'on voit et ça a été écrit il y a super longtemps. Donc, spectaculaire comme bouquin. Décadence de Onfray, ça tu l'as lu ça? Michel Onfray? Non. Non? Ok. Parce qu'il a écrit un bouquin, il est très sur la décadence aussi, il parle beaucoup de tous ces sujets-là. Et je le trouve assez intéressant. Bon, merci Jean-Marie. Plaisir pour moi d'avoir pu t'écouter. Alors sur des sujets sensibles parfois. Voilà. Faites les commentaires si vous avez envie de commenter, si ça vous a plu, si vous avez envie de donner votre avis, même si probablement on s'en foutra, sauf si c'est un avis qui est constructif, on peut le regarder. C'est vrai que j'ai de plus en plus de commentaires et notamment sur les vidéos YouTube, et j'ai du mal à tous les lire ou à répondre, et souvent je me dis tiens, ça c'est un super avis, et puis à côté t'as quand même un avis qui est quasiment inutile, mais bon, c'est un peu comme ça, tout le monde s'exprime. Abonnez-vous au podcast. Alors ma prédiction. Ouais. Ma prédiction sur les commentaires, quand même, c'est que je vais faire l'unanimité. Absolument, l'ensemble, à 100% de ton audience est amoureuse de moi passionnément. Et je lirai pas les commentaires parce que j'ai pas le temps, mais je vous remercie pour tout l'amour que vous allez comme ça asperger dans l'espace commentaire. Retenez-vous un peu quand même, un petit peu de décence. Voilà, ça peut mettre mal à l'aise, mais sinon, lâchez-vous. Bon, moi j'adore ton sarcasme absolu dans toute situation. Je trouve ça assez formidable. J'aime beaucoup. Bon, comme je te disais la dernière fois, personnage ou pas, on sait pas, et ça entretient le doute. Et je pense qu'il y a un peu des deux, et c'est ça qui est cool. Tous les mecs qui m'ont rencontré en réel te le diront. Si on se rencontrait un jour, je discute exactement de la même façon en réel. Là, je te le jure sur tout ce que tu veux. Ok. Enfin, tu finiras par croiser des mecs qui me connaissent, demande-leur. Très bien. Bon, merci. Je laisserai toutes les références de ce dont on a parlé en note dans l'épisode du podcast. Jean-Marie, encore une fois, merci d'être passé. Je me suis régalé. C'était pas mal. Et puis, on se retrouve tous lundi prochain pour le prochain épisode. Bye.